Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 85, loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président, Madame Cadet Bourras-Assouvi est remplacée par Monsieur Beauchemin Marguerite Bourgeois, Madame Lacoyane Olivier Chemelé par Madame Roti Jeanne Monsvigé et Monsieur Fontessia Laurier Dorion par Madame Zaga Mendez Verdun. Merci beaucoup. Alors, si vous vous souvenez, lors de l'ajournement, nous étions rendus à l'article 84. Nous avions eu déjà quelques discussions, mais nous poursuivons sur l'étude 84. Est-ce qu'il y a, à ce stade-ci, des interventions? Monsieur le député de... Mon Dieu, j'ai comme vraiment blanc. Marguerite Bourgeois, merci. La parole est à vous, mon cher. Merci, Monsieur le Président. C'est une longue semaine, puis ça se comprend. Là, fait que, ça continue. Exact, et ça continue. Ouais. Donc, je vais juste peut-être prendre quelques instants là, pour remettre dans le contexte où on en était avant de quitter. Somme toute, ce que j'essaie de faire ici, c'est de s'assurer là, que le plus possible, on ne fait pas une passe à la palette. Éventuellement, là, dépendamment de comment les choses peuvent évoluer dans la vie, là, à des grandes surfaces comme Walmart. Parce que ce qu'on veut vraiment, là, OK, c'est d'entendre le cri du cœur de plusieurs secteurs, des pans de notre économie, du service au détail, qui eux, ont, avec le temps, été capables de s'habituer par rapport à un consensus qui a été mis en place par Raymond Bachand en 2006, un consensus qui fonctionne. Puis je sais que dans la vie, les choses peuvent évaluer, mais on doit quand même prendre note qu'il y a... Merci. On doit prendre note quand même qu'il y a eu une grande acceptabilité sociale de la part des Québécois, à savoir la structure actuelle du nombre de personnes qui travaillent dans un magasin passer certaines heures, des nombres d'heures qui sont considérées ouvertes pour les ouvertures et tout. Donc, moi, je trouve que c'est important de considérer ça. Puis, on a pris... Puis, encore une fois, avec tout respect pour le côté gouvernemental, je comprends le réflexe de vouloir se comparer à d'autres juridictions, puis c'est normal, puis en fait, je le répète souvent, on doit le faire. Mais c'est parce que là, on compare des choses qui sont statiques par rapport à quelque chose qui va éventuellement, donc, avoir des ramifications. On n'a pas un film de l'histoire de ce qui s'est passé dans les autres juridictions. On a juste pris la photo de ce qui se passe ailleurs, puis on dit ça marche ailleurs, mais comment ça s'est fait ailleurs? Comment que l'équilibre a été trouvé? Comment l'eau a trouvé son niveau ailleurs? Puis là, ça, là-dessus, on ne l'a pas. Puis on a demandé, évidemment, de faire un genre de rapport, de nous partager de l'information, de nous dire qu'est-ce qu'il en était d'un genre d'étude d'impact, analyse économique, quelles vont être les conséquences, combien ça coûte, quelle va être la croissance du produit intérieur brut du Québec par rapport à ça, quels vont être les développements, est-ce que ça va attirer de l'investissement ou pas, etc., etc. Une classique là, étude d'impact. Puis malheureusement, ben on n'en a pas eu. On n'a pas eu de réponse aussi là, à nos questions face à cet enjeu-là. Puis je vous dirais que ma collègue du deuxième groupe d'opposition a aussi posé de très, très bonnes questions. Elle a apporté l'enjeu de la sécurité pour les commerçants qui s'inquiètent là, littéralement de leur sécurité. Puis on n'a pas eu de réponse claire. On n'a pas eu de réponse point. Puis moi, ce que je souhaite, c'est d'en avoir. Parce que pour les gens qui nous écoutent, ce qui est important, c'est de comprendre que le gouvernement agit dans le bon sens. Puis nous, notre rôle à l'opposition, c'est de poser des questions, s'assurer qu'on a levé toutes les pierres, qu'on n'en laisse pas une là, cachée, puis qu'il n'y a pas rien là, qui va être une surprise plus tard, le plus possible. Puis on essaye, là, vraiment, je vous dis, là, c'est notre quotidien d'essayer de faire ça. Mais quand on demande justement des affaires qui devraient normalement nous être données, dans le sens des réponses à nos questions et aussi des études d'impact, bien, Monsieur le Président, je
je suis vraiment déçu de pouvoir dire qu'on n'a pas eu réponse à nos questions. Je comprends qu'on veut faire de l'allègement réglementaire. En fait, je suis entièrement d'accord avec l'idée, le concept, le principe. Puis j'en ai parlé souvent au ministre, puis je le mentionne souvent que peu importe le montant, c'est important, on va vouloir aller de l'avant pour l'allègement réglementaire. C'est important pour le Québec face à la situation économique actuelle. Si on ne répond pas positivement à de l'allègement réglementaire, on se tire dans le pied. Donc, oui, on va vouloir aller de l'avant pour de l'allègement réglementaire. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, on est au Parti libéral, le vrai parti d'économie, qui fait donc des études, qui fait donc des analyses d'impact, qui fait donc une compréhension et une explication aux citoyens des effets d'un changement pour que les gens puissent être bien préparés. Puis je pense que c'est important, comme ça a été démontré à plusieurs reprises cette semaine lors de l'exercice budgétaire, c'est important de démontrer qu'on va être capable d'avoir des bonnes balises, des bons environnements de comparaison, être capable de dire qu'on regarde ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, en Ontario, quand on a décidé de pas restreindre le nombre d'employés, pas restreindre le nombre d'heures, etc., puis prendre une photo puis dire, regardez, ça fonctionne maintenant. Mais c'est parce que ce qu'on ne sait pas, là, c'était quoi avant, puis comment ça s'est transformé. Nous, au Québec, là, on a un système qui fonctionne, qu'il y a seulement... attendez, je vais vous trouver le chiffre, là. Il y a seulement 4 % des gens qui sont désireux de vouloir modifier le modèle. Il y a 96 % des gens qui aiment le système tel qu'il est. Donc, je veux dire, quand on a ça, on doit vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Puis j'entends déjà la réponse du ministre, puis je comprends d'où il vient. Mais on doit démontrer qu'on a fait les analyses d'études d'impact. On doit démontrer qu'on est capable de répondre aux questions. On doit dire que c'est pas juste une photo statique puis qu'on compare quelque chose qui est une image. On doit démontrer la transition pour se rendre à cette photo-là puis quels ont été les impacts. Ça, Monsieur le Président, je m'excuse, Monsieur le Président. Ça, Monsieur le Président, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu les réponses à ces questions-là. C'est important qu'on les aille. Vous savez, il y a 66 % des gens qui rejettent l'idée que ce soit ouvert, que être ouvert après 21 heures faciliterait la vie. 78 % voient dans l'encadrement des heures une façon de protéger l'équilibre entre le travail et la vie personnelle des employés, Monsieur le Président. Nous, nos dépanneurs, c'est quand même une certaine fierté. On a un grand champion à l'international qui s'appelle Couche-Tard, qui a commencé au Québec. Puis c'est grâce à ce système de dépanneurs que l'entreprise Couche-Tard est rendue grande comme elle est. On a été capable de leur protéger un certain environnement de travail. Je suis certain que les gens de Couche-Tard ne sont pas fermés à l'idée de modifier, avancer, être avec l'air du temps, puis avancer et tout. Mais je suis certain que Alain Bouchard serait ici devant nous, puis il nous dirait, c'est quoi les études d'impact? Il poserait exactement la même question. Quelles sont les études d'impact? Puis si la réponse, c'est, bien, on a pris une photo ici de ce que c'est fait là-bas, puis voici ce que ça a de l'air ici, puis ça. Il dit, ouais, mais ça, c'est statique. Là. Comment a été la transition du modèle que nous, on a à ça? Puis, force est ce qu'on t'a dit que fort probablement, ça n'a pas été le cas d'avoir une industrie de dépanneurs aussi développée en Ontario au préalable. Donc, on compare même pas des pommes avec des pommes ici. On est très, très loin d'être dans la catégorie fruits, en fait, je dirais. Là. Fait que c'est important. Donc, pour toutes ces raisons, on n'a pas eu les réponses à nos questions. On n'a pas eu de démonstration
de comment les impacts vont se traduire pour 6 000 petits commerçants à travers le Québec. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, point. Nous, Monsieur le Président, on va vraiment s'abstenir pour ce qui est de cet article-là. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir? Bien, à moins que le collègue avait une question précise, moi, ça va. D'autres interventions? Madame la députée Jeanne Mance-Vigé ou Madame la députée de Verdun? Madame la députée de... c'est comme vous voulez. Moi, je peux aller, si vous voulez. On va y aller, Madame la députée de Verdun. La parole est à vous. C'est gentil, merci beaucoup. Hier, on avait une discussion sur les effets dans les épiceries. Puis moi, ma question pour le ministre, parce que je pense qu'on a encore besoin d'une certaine réponse. La raison puis les motifs derrière le changement qui est dans l'article 84. La raison pour laquelle on trouve cette restriction-là, c'est entre autres pour donner quand même des avantages et protéger des petits joueurs. Moi, ma question, c'est au ministre, est-ce qu'il a rencontré l'Association des détaillants alimentaires et l'association qui représente entre autres nos dépanneurs et aussi des dépanneurs qui sont plus indépendants? Comme j'ai dit hier, Monsieur le Président, j'ai rencontré au cours des dernières années des regroupements sectoriels, notamment l'ADA et aussi les membres des dépanneurs, pour différentes raisons et sur différents sujets. Donc, la réponse à la question de ta collègue, c'est oui. Parfait. Est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'il pourrait nous dire c'est quoi la position de la ADA et des dépanneurs sur ce sujet-là? Je pense qu'ils vous diraient, comme ils ont écrit dans leur mémoire, que ce n'est pas la mesure qu'ils privilégient. Parfait. Donc, si les principaux joueurs là, en ce qui concerne l'alimentation, puis le ministre vient de le dire, c'est pas seulement nous, lui a pris connaissance du mémoire, tant mieux. Si les joueurs principaux, c'est-à-dire les détaillants alimentaires et les dépanneurs, viennent de dire que ce n'est pas la mesure à privilégier, pourquoi le ministre le fait-il? Bien, voilà la grande différence entre notre gouvernement et Québec solidaire. Nous, on ne se fie pas seulement au lobby, on se fie aux membres qui composent les lobbies individuels et les groupes. Donc, comme je disais hier dans mon énoncé, les mêmes personnes qui sont membres de ces associations-là, souvent, nous demandent à d'autres moments et dans d'autres circonstances des exceptions à la règle qui s'applique. Et nous, au ministère, au lieu de veiller à s'assurer que l'économie du Québec, elle est vibrante, elle est innovante, on est forcé de déployer des ressources à autoriser, valider, exécuter des demandes d'exception. Donc, oui, je reconnais que les représentants de ce groupe-là ont une opinion. À l'intérieur de ce même groupe-là, il y a des intervenants qui ne sont pas tout à fait d'accord. Et comme j'ai démontré hier, comme j'ai tenté d'expliquer hier, la situation n'est pas très claire par rapport à exactement ce qui est la position officielle. Donc, je ne sais pas quoi d'autre expliquer là, pour la collègue, mais ce n'est pas totalement unanime. Merci. Êtes-vous... Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui viennent d'être nommés. Je vais continuer avec mes questions parce que le ministre est en train de nous dire que lui n'écoute pas ces organisations-là. Êtes-vous en train de remettre en question la légitimité de ces organisations-là en tant que représentant leurs propres acteurs? Bien là, Monsieur le Président, on me porte des intentions. J'ai jamais dit que c'était pose la question. J'ai jamais dit que c'était pas des porte-paroles valides. Là. Donc, OK. Donc, ma question, c'est... Ça a la prudence quand même de faire attention, effectivement, pour ne pas prêter des intentions. Allez-y. J'ai posé ma question autrement, sans porter intention. Je veux faire attention. Est-ce que le ministre reconnaît que c'est des porte-paroles valides de ces acteurs économiques? je reconnais, oui. Alors, je repose ma question. Ce sont des acteurs valides. C'est des personnes qui consultent leurs membres régulièrement. C'est des personnes qui rencontrent et qui nous disent qu'il y a un consensus que le ministre a reconnu.
Là, je vais amener le ministre sur un autre terrain, là, parce qu'hier, il nous a pas... Je n'ai pas reconnu un consensus. En fait, je dis le contraire. Je reconnais que les deux groupes ont comme position officielle d'être à l'opposé de ce qu'on propose. Ce que je tente de faire comprendre à la collègue, c'est qu'à l'intérieur de ces groupes-là, ce n'est pas unanime. Okay. Sur quelle information est-ce que le ministre se base pour nous dire que ce n'est pas unanime à l'intérieur de ces groupes? On a rencontré les intervenants individuels, 1. 2, par le fait même que ces mêmes représentants-là ont parfois la tendance, à nombreuses reprises, de nous demander des exceptions à travers les zones touristiques. Donc, on a des faits pour supporter ce qu'on dit. Alors, est-ce possible de nous partager ces faits-là? Combien d'exceptions est-ce qu'il a reçues dans les dernières années? En fait, c'est 47. Il y a 47 exceptions. Il y a 47 zones touristiques où ce que les lois des heures d'ouverture générales ne sont pas applicables, incluant le nombre restreint d'employés qui sont nécessaires. Dans la zone touristique du centre-ville de Montréal, où ce que les gens, on doit être ouvert 24 heures sur 24, on dénombre 9 épiceries, on dénombre 22 dépanneurs, puis la terre continue de tourner. Pardon. Donc, je veux juste avoir les données, parce que je pense que pour prendre cette décision-là, il nous faut les données. Donc, vous dites que dans la zone touristique de Montréal, donc dans l'ensemble de Montréal, on parle de toute Montréal, l'île ou en Montréal métropolitaine? J'invite la collègue à peut-être s'informer sur la définition des zones touristiques. Bien, une zone touristique, c'est une zone qui est définie, un territoire délimité, donc c'est pas l'île de Montréal, c'est le centre-ville de Montréal. Et là-dedans, dans l'intérieur de cette zone-là, on dénombre 9 épiceries, 22 dépanneurs, qui ont le droit d'être ouverts 24 heures sur 24, qui ont le droit d'avoir le nombre d'employés qu'ils veulent. Et malgré ça, la vision post-apocalyptique décrite par la collègue ne se vit pas. Les gens ferment à des heures semblables à ce qu'on se voit à l'extérieur des zones touristiques. Les entreprises gardent un certain nombre d'employés sur place qui est semblable au nombre d'employés qu'on trouve avec la loi. Donc, il n'y a pas une grande variation. La seule différence, c'est que ce n'est pas le gouvernement du Québec qui vient mandater le nombre d'employés. OK. Merci pour les informations. Quand vous dites il y a 9 épiceries et 22 dépanneurs, ça, c'est des institutions, des groupes qui ont demandé des exceptions. Quel est le pourcentage comparé à l'ensemble des épiceries qui sont dans ces zones touristiques-là? Je n'ai pas compris la question. Vous dites, je veux juste bien comprendre l'information que vous nous avez partagée. Donc, vous dites qu'il y a 9 épiceries et 22 dépanneurs dans la zone touristique de Montréal qui demandent des exceptions. C'est ça que j'ai retenu comme information? Non. Okay. Une zone touristique, c'est une zone déterminée, qui est une zone touristique. À l'intérieur de cette zone, on trouve 9 épiceries et 22 dépanneurs. Ce n'est pas des demandes individuelles. C'est une zone déterminée touristique. Pour les 9 personnes. Okay. C'est un territoire donné qui est considéré une zone touristique. À l'intérieur de cette zone, les heures d'ouverture et la restriction de nombre d'employés n'est pas applicable. N'est pas applicable. Merci pour l'information puis la précision. C'est juste ça qui m'est manqué. En dehors de la zone touristique de Montréal, combien de personnes ou combien d'épiceries ont demandé l'exception? On a dénombré l'année dernière seulement 18. Bien, seulement, c'est sur quel territoire, ça? Peut-être, sur les 18, peut-être nous en donner un peu plus de détails. Est-ce que j'ai votre consentement, là? Oui, bien sûr. Votre consentement, simplement prendre le temps de vous présenter avec votre titre et la parole est à vous. Merci. Bonjour, Catherine Boivin. Je suis directrice de l'achat local au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et c'est ma direction qui est responsable de l'application de la loi. Donc, dans le cas des zones touristiques, on a 18 zones touristiques où, lors de la demande, le conseil municipal nous a explicitement indiqué que la demande était faite à la demande de l'épicerie du village ou du dépanneur, dépendant de la grosseur, évidemment, là, du territoire. Dans certains cas, ce n'est pas toujours mentionné, mais on en avait 18 dans lesquels c'était explicitement mentionné par le conseil municipal que c'était à la demande de ces institutions-là que c'était fait. Ce sont des plus petites zones, là, donc c'était des commerces de plus petite superficie, mais tout de même épicerie. Donc, si je comprends bien, il existe déjà une mesure avec les zones touristiques qui permettent, dans des cas spécifiques,
avec une justification qui est faite avec les conseils municipaux et avec l'avis des épiceries. Donc, une façon de demander déjà cette mesure-là. Ce qui arrive, c'est que le bureau doit recevoir des demandes d'exception à la loi. Et la gestion de ces demandes d'exception nous porte à croire que la situation du statu quo n'est pas acceptable. Et donc, je reviens à ma question de base et à l'idée de base, c'est entre le consommateur qui cherche à se procurer des biens et le marchand qui souhaite vendre ses biens, quelle est la pertinence que le gouvernement du Québec vient de dire, le nombre d'employés que ça va prendre à l'intérieur de cette transaction-là? Et c'est juste ça ici, parce qu'on est un peu... On frôle le hors-sujet, Monsieur le Président, parce qu'ici, on parle seulement d'enlever une restriction sur le nombre d'employés après certaines heures. On n'est pas dans les heures d'ouverture proprement dit. On est dans si oui ou non le gouvernement du Québec devrait dire à une entreprise le nombre d'employés que ça prend pour gérer son entreprise. Monsieur Verdun? Oui, merci. Je pense que la discussion qu'on a est pertinente pour comprendre, en fait, la réalité et la pertinence du nombre d'employés. C'est de ces exceptions-là qu'on parle. Pour moi, je pense qu'on a eu un portrait de comment on demande ces exceptions-là. Et je voudrais ça rappeler pour le bien de nous tous et toutes dans la commission que l'exception des 4 employés, d'avoir cette règle, non, pardon, pas l'exception, le fait d'avoir cette règle de garder 4 employés maximum, c'était une demande qui était faite en ce moment-là, c'était le Parti québécois, puis c'était l'ancien député Desrousseaux, qui est maintenant premier ministre du Québec, qui avait fait même cette proposition et qui avait appuyé cette proposition autour de la table pour faire un équilibre avec les dépanneurs. Le fait d'avoir... Parce que ce que j'ai compris, ce n'est pas partout au Québec qu'on donne cette exception. Ça se fait seulement dans 18 zones touristiques parce qu'il existe une justification, puis c'est très encadré parce que c'est des zones touristiques. Je comprends, dans le centre-ville de Montréal, il y a des choses qui sont plus encadrées. Le ministre nous dit que c'est même pas toutes les épiceries et dépanneurs qui font appel à l'ensemble des assouplissements que cette exception leur donne. Donc, ma question quand je vois ça, c'est pourquoi on va étendre à l'ensemble du Québec, si on a déjà un mécanisme qui permet à ces 18 zones touristiques-là, donc aux épiceries et dépanneurs qui sont touchés par cet enjeu d'achalandage à des heures qui sont au-delà des heures d'ouverture, c'est l'achalandage. Avoir plus de ressources humaines, ça doit être équivalent à l'achalandage. Il y a déjà un mécanisme. Je ne comprends pas encore pourquoi on enlève cette règle-là qui permettait d'avoir un équilibre avec les dépanneurs. C'est de ça dont on parle dans la harmonie avec la protection des non-marchands locaux. Bien, je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question, mais je pense que la question est en lien pourquoi on intervient. Puis, je vais le répéter, il y a 17 régions dans le Québec, puis il y a 47 zones touristiques. Il y a toujours une raison, en quelque part, pour que quelqu'un demande une exception. Et le ministère de l'Économie gère ces demandes d'exception, doit arbitrer entre la validité ou non de la demande, choisir des gagnants et des perdants à l'intérieur de cette décision-là. Or, nous, on pense que c'est pas à nous de dire à un commerçant combien d'employés ça va prendre pour gérer son entreprise. Et nous, on pense que la meilleure formule, ça serait de simplement se retirer et de laisser les épiciers choisir le nombre d'employés que ça prend pour gérer leurs entreprises. Puis on pense qu'on est à la bonne place. Je comprends, puis merci, Monsieur le ministre, pour les informations sur comment vous procédez au ministère de l'Économie, parce que là, vous venez de dire qu'on gère de façon arbitraire. Moi, j'aimerais savoir, lorsqu'il y a une demande dans ces 47 zones touristiques-là pour avoir des exceptions, quels sont les critères et conditions pour l'appliquer? Parce que c'est pas si arbitraire que ça. Il doit y avoir une condition, il doit y avoir un encadrement. Il y a des demandes qui sont faites, il y a des barèmes et des normes, bien sûr, sont publiques. La collègue peut les trouver en ligne. Il y a une façon de faire qui doit être suivie et après ça, la décision elle est rendue. Mais ultimement,
lorsque le gouvernement du Québec va trancher, on vient s'ingérer dans ce qui est un processus qui doit se passer entre les consommateurs et les marchands. Parce que si les gens demandent une exception, c'est que la loi est mal adaptée. La multiplication de ces demandes d'amendement nous porte à croire, dans un cadre d'allègement réglementaire, que peut-être c'est un règlement qui devrait être allégé. Et donc, nous voilà. Merci. Mais vous venez de le dire, peut-être. Mais moi, c'est pas... On ne fait pas des lois puis on ne change pas de règlement basé sur un peut-être. Et j'ai de la misère avec cet argument-là parce qu'il faut être capable d'avoir rencontré tous les acteurs à faire une évaluation pour dire qu'il y a une nécessité. Et je sens depuis tantôt qu'on nous justifie cette nécessité basée sur peut-être. Et je ne comprends pas cet argument-là, M. le Président. Jeanne Mance-Vigé souhaite intervenir. Ça va? Madame la députée Jeanne Mance-Vigé, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'écoute les échanges avec mon collègue et avec ma collègue de Québec solidaire et les réponses du ministre. Et je me suis dit, si on est en train de changer quelque chose où en 2006, si nous, on a décidé de le faire, c'est parce que c'était de trouver cet équilibre-là. C'est de trouver cet équilibre entre la réconciliation famille-travail. Aujourd'hui, on est en 2025, le ministre souhaite le changer. Très bien, on est prêt à l'entendre. Mais on demande des études d'impact. On demande, pour prendre ces décisions-là, le ministre se base sur quoi? Tout simplement. Il ne peut pas nous dire, bien, c'est parce qu'on ne veut pas s'ingérer dans l'entreprise pour dire combien d'employés qu'il y a. Moi, je vais vous lire une citation qui a été faite en 2006. Et c'est vraiment à l'heure du temps, là. Je vais vous la lire, Monsieur le Président, puis après ça, je vais vous dire, je vais savoir si le ministre sait qui a dit ça, quel député a dit ça à l'époque. Là, je parle de 2006, je répète. Ça, c'était en chambre, c'était un échange en période de questions. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Développement économique réalise qu'en donnant plus d'heures aux grandes surfaces et rien en échange aux petites surfaces, il va, Monsieur le Président, et je pèse mes mots, tuer des milliers de petits commerces au Québec? Savez-vous quel député a dit ça en 2006, Monsieur le Président? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais c'est le député de Rousseau à l'époque, qui aujourd'hui, il est le premier ministre du Québec. Ça, c'est en 2006, Monsieur le Président. Alors, vous vous posez la question pourquoi on a fait qu'est-ce qu'on a fait à l'époque avec Raymond Bachand. C'est justement d'essayer de trouver cet équilibre-là. Et ça m'étonne parce qu'au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de députés en région. Le développement régional est important. Puis, j'ai aucun doute. Je suis sûre que c'est important pour les collègues au gouvernement, le développement économique régional. D'ailleurs, je vois plusieurs collègues devant moi et je les entends en chambre. Et c'est important pour eux. C'est important pour leur comté. Mais ça, c'est tous ces petits commerces-là qui font vivre les régions, qui sont en péril avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et pas plus tard que hier, le ministre nous dit, bien, je fais ça pour les personnes, sauf les consommateurs qui, eux, se font imposer des lignes d'attente. Très bien. Je vais le prendre la balle au bon. Il y a un sondage pas plus tard de Léger. Léger, je veux dire, c'est quand même une firme crédible de sondage. Voici les résultats de ce sondage-là à la réponse de qu'est-ce que le ministre dit. 92 % des consommateurs jugent que le temps d'attente à la caisse est acceptable. 94 % des consommateurs sont satisfaits des heures d'ouverture actuelles des épiceries. Alors, mon collègue l'a dit tout à l'heure, mon collègue de McGill-Bourgeois, on a demandé, nous, l'opposition officielle, là, quand on fait des changements, il y a eu quand même une acceptabilité sociale. Il y a eu une vaste consultation pour arriver à cette mesure-là, à cette acceptabilité sociale-là. Aujourd'hui, on veut le changer. C'est légitime que le ministre, s'il veut le changer, mais qui nous démontre les études qu'il a faites ou les consultations qu'il a faites qui démontrent que cet équilibre-là doit être changé.
on est prêt à les voir. Mais vous comprenez que quand on veut être responsable, puis quand on veut faire des changements qui, dans le fond, là, va rétablir un certain équilibre dans le marché, il faut avoir ces études-là. On ne peut pas, nous, comme opposition officielle, voter pour ça. Alors, on va s'abstenir. On va encore laisser la chance au ministre de soumettre ces études-là, ces consultations-là. Il dit souvent qu'il a parlé à plusieurs intervenants. Bien, très bien, on veut savoir à qui a parlé, qu'il nous les dépose, on va les étudier. Puis, savez-vous quoi? Peut-être, Monsieur le Président, on va arriver peut-être à la même conclusion que du ministre. Mais si on n'a pas cette information-là, aujourd'hui, de défaire cet équilibre-là, de défaire cette acceptabilité sociale-là, on ne peut pas aller là, Monsieur le Président. Merci. Le député de Nicolet Bécancour souhaite intervenir. Merci, Monsieur le Président. Juste un petit commentaire parce que je me sentais un peu interpellé tantôt quand vous parliez des régions. Puis, ben non, mais c'est positif. Puis, je voulais vous dire que ce qui a été dit à l'époque, en 2006, par le premier 2006, c'était un peu prémonitoire. Sincèrement, dans ces années-là, le nombre de commerces, de petits commerces qui sont fermés en région, là, c'est, moi je regarde, mettons, un territoire comme chez nous, là, s'il y avait une station d'essence puis un dépanneur dans presque toutes les municipalités, aujourd'hui, c'est rendu l'exception. Fait que ce qui a été dit à l'époque, ça s'est avéré. Aujourd'hui, là, il faut revenir en 2025, on n'est plus à la même place. Il y a beaucoup moins de petits dépanneurs dans les municipalités. On lui a donné des moyens, par exemple, avec les SAQ, où ils ont pu augmenter le chiffre d'affaires avec ça. Mais de se déplacer en région pour aller à l'épicerie, mettons, moi, je vais prendre chez nous, j'habite à Saint-Célestin, l'épicerie est à Saint-Grégoire-Bécancour. Je vais avoir un déplacement à me faire, 7, 8, 10 kilomètres. Fait que si les heures d'ouverture sont améliorées, moi, personnellement, là, ça peut faire mon affaire. Fait que je voulais juste vous dire que le contexte de ramener ça à 2006, le contexte en région, il est vraiment différent. Merci. La députée de Jeanne-Mance Vigée. Oui, merci. Bien, j'apprécie le commentaire de mon collègue de Bécancour. Je veux juste vous dire, on n'est pas dans les heures d'ouverture ici parce que les heures d'ouverture, ils peuvent être ouverts 24 heures par jour s'ils le souhaitent. Ici, on parle de le nombre d'employés qui ont à avoir pour desservir la population. Ceci dit, si on était là à cette époque-là, c'était justement pour sauver les petites entreprises. Votre premier ministre lui-même l'a dit en 2006, c'était si on allait plus loin, on tuait les petits commerces. Et c'est exactement, on voulait faire l'inverse. C'est exactement ce qu'on voulait faire parce qu'il y avait déjà des commerces qui fermaient, puis on voulait les garder ouverts. Alors, je dis simplement que si aujourd'hui, on veut changer cet équilibre-là, on n'est pas contre. On dit juste, démontrez-nous que c'est la chose à faire. Démontrez-nous qui vous avez consulté, comment et qui veut cette mesure-là. On veut juste comprendre qu'est-ce qu'on fait. Comme législateur, c'est notre rôle, Monsieur le Président. On ne peut pas changer les lois pour dire sur des peut-être ou des hypothèses. Ça ne marche pas de ça. Comme législateur responsable, on ne peut pas faire ça. Alors, je répète ma question, tout simple. C'est très simple. Le ministre dit, non, on a des études, on a des échanges. Très bien, déposez-les, Monsieur le ministre. On va peut-être arriver à la même conclusion que vous. Mais présentement, ces faits-là, on ne les a pas, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre. Bien, tant la collègue de Jeanne-Mance Vigée puis la collègue de Verdun reviennent sur les propos du premier ministre en 2006. Tu sais, quand je me souviens, quand on faisait la section collègue, là, où on parlait des permis pour les distributeurs de vidéos, vous avez ri parce que vous avez dit, mais Caroline, comment ça fait qu'on parle de ça? Comment ça se fait que c'est encore une chose, ça? Savez-vous qu'en 2006, le modèle d'affaires de Netflix, c'était la livraison des DVD chez vous. Fait qu'on envoyait à la poste notre demande de vidéo par la poste, puis Netflix nous envoyait notre DVD par la poste. C'est loin, pas mal, 2006. Et si on doute des changements qu'on a vus depuis, mais c'est avant Facebook.
c'est avant les médias sociaux. C'est avant les téléphones intelligents. Moi, je pense que le monde est ailleurs. Je pense que le Québec est ailleurs. Les collègues nous demandent des faits, d'où viennent nos analyses, qui alimente notre réflexion. Bien, je vais vous le dire, Monsieur le Président, je l'ai déjà dit. Eux autres, ils évoquent des sensibilités. On est inquiet, on a peur. Moi, je leur dis, je comprends, mais dans les zones où on a déjà le droit de faire ce qu'on veut dans les heures d'ouverture, ce qu'ils décrivent comme risque, on ne le voit pas. C'est pas assez. Ils me disent, on veut des preuves, on veut en voir plus, on veut en voir plus. OK. Je leur dis, partout en Amérique, on n'a pas une réalité différente, Monsieur le Président. Vous savez, peu importe où ce qu'on va, les entreprises, généralement, vont garder moins d'effectifs le soir que le jour, puis ça oscille autour de la loi. Donc, pour moi, les collègues sont inquiets, je les entends, je comprends que c'est inquiétant de subir un changement, de vivre un changement, mais ils me demandent des preuves. Moi, je leur dis, en ce moment, dans les zones touristiques, 24 heures sur 24, nombre d'employés illimité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve à la fois des dépanneurs qui vont très bien, on trouve des épiceries qui vont très bien, et on trouve en moyenne, à peu près, de plus ou moins 1 ou 2 employés près, le nombre d'employés qui est écrit dans la loi. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on n'est plus en 2006, que le monde a changé, et je les invite à m'aider à adapter nos lois. D'autres interventions? Oui, Madame la députée. Monsieur le Président. Parfait. Alors, j'entends le ministre. Il n'aime pas le 2006, mais lui, il le dit pas plus tard que quelques jours pour dire qu'il faisait ça parce que les lignes d'attente étaient très longues. Je vais le citer pour ne pas lui prêter des intentions. Je ne fais pas ça pour personne, sauf les consommateurs qui, eux, se font imposer les lignes d'attente. OK, très bien. Alors, pourtant, moi, j'ai un sondage qui a été fait à cet effet-là qui me disent totalement le contraire de ce que le ministre dit. 92 des consommateurs jugent que le temps d'attente de la caisse est acceptable et que 94 des consommateurs sont satisfaits des heures d'ouverture actuelles des épiceries. Alors, écoutez, je dis, moi, là, je suis factuelle quand je vous dis ça, là. Je n'invente pas les chiffres, Monsieur le Président. Puis, je vais vous dire, je vais prendre la balle au bon avec le ministre. Dans son article 86, qu'on va étudier un petit peu plus tard, là, on parle de projet pilote. Je suis députée, ça fait 16 ans que je suis députée. D'habitude, les projets pilotes, on les fait avant, qui démontrent justement que les changements qu'on fait au niveau de la législation méritent d'être faits, parce que les projets pilotes, c'est la démonstration. Ici, on change la loi, puis on fait les projets pilotes après. Il va falloir que quelqu'un m'explique ça aussi. Alors, oui, bien allez-y, Monsieur le ministre. Bien, la collègue se confond. Ici, il ne s'agit pas d'une disposition d'heure d'ouverture. Le projet pilote va toucher les heures d'ouverture. L'article 84 touche le nombre d'employés qu'une entreprise a le droit d'avoir. Alors, c'est pas relié, Monsieur le Président. OK. Fait que le ministre vient de dire que le nombre d'employés, les 4 qu'on enlève, et les ouvertures de commerce, ça, c'est pas lié. C'est ça qu'il vient de dire, là. J'ai bien compris, Monsieur le ministre? L'article 84... C'est le nombre d'employés. ...détermine, par loi, le nombre d'employés qu'une épicerie a le droit d'avoir durant certaines heures. On dit la même chose. Bon. Moi, je ne considère pas que c'est un enjeu d'heure d'ouverture. Je considère que c'est un enjeu de ressources humaines à l'intérieur des épiceries. Moi, je pense que le gouvernement du Québec, c'est pas la meilleure personne pour déterminer le nombre d'employés que ça prend pour une épicerie. Puis, on veut faire un projet pilote sur les heures d'ouverture. Ça, c'est un paragraphe plus loin. Ça va toucher sur les heures d'ouverture pour justement sonder, pour aller chercher de l'information, aller chercher les données que la collègue demande. Important, Monsieur le Président, de ne pas confondre la différence entre l'article 84 et les heures d'ouverture. Ça va? Madame la députée de Verdun? Allez-y. J'ai plusieurs questions suite à l'échange. Donc, ma première question, c'est juste pour revenir sur une question que j'ai posée hier concernant un sondage dont le ministre avait fait référence. Il m'a dit qu'il prenait cette question-là à délibérer. Donc, je voulais juste savoir si nous avons une réponse pour ça. Monsieur le ministre?
Je suis encore en délibéré. Madame la députée, de poursuivre. Merci. Donc, je pense qu'on va pas avoir... Est-ce que je comprends qu'on va pas avoir de réponse à notre question? C'est quand même un document... Je veux juste comprendre les règles. Je m'adresse à vous, Monsieur le Président. Lorsqu'on fait référence à un document, nous avons le droit de demander que ces documents-là soient déposés. Et le ministre a le droit de refuser. Okay, ma question, c'est est-ce que c'est un refus? Bien, vous avez entendu sa réponse. Vous pouvez lui redemander peut-être d'une autre façon pour avoir une réponse différente. Parfait. Est-ce que ce document va être déposé d'ici la fin de l'étude de cet article? Monsieur le Président, vous le savez qu'il y a des règles qui sont déterminées sur qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qui est protégé pour l'accès à l'information. J'ai répondu de bonne foi à la collègue. C'est une question que je prends en délibéré. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse à temps pour la satisfaire. Madame la députée Verdun. Je vais continuer avec mes questions. Tout à l'heure, on parlait des exceptions qui sont demandées dans les zones touristiques. Et là, je rappelle, ma question initiale, c'était pourquoi on va au-delà. Donc, quand on enlève cette règle-là et on va au-delà, pourquoi on l'étend pour l'ensemble du Québec? Parce que quand on voit les raisons pour lesquelles on donne ces exceptions-là, c'est surtout quand on a des événements spéciaux. Et ça justifie, c'est-à-dire, mettons, on a un festival, puis on reçoit des gens partout dans le monde du Québec, puis on crée un achalandage, donc c'est justifié. Et de donner ces exceptions-là. Je vois aussi que ça se fait par saison. Donc, parce que c'est l'été, puis il y a plus de gens qui viennent dans une place par site touristique, c'est parfait. Mais moi, je ne comprends pas. Si on a déjà ces mesures d'exception, quand on a des événements spéciaux ou on a des saisons touristiques qui sont très achalandées, je ne vois pas pourquoi. Puis je rappelle pourquoi on applique les mêmes... on enlève cette règle-là pour appliquer les mêmes conditions partout au Québec. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas partout qu'on a un achalandage le soir ou la fin de semaine qui est plus important. Encore une fois, c'est sur le nombre d'employés, parce que c'est l'achalandage qui va justifier, pas seulement les heures d'ouverture, mais justifier le nombre d'employés. Pourquoi on est en train de faire l'hypothèse que l'achalandage augmente partout au Québec quand cette demande-là n'existait pas? Monsieur le ministre. Bien, justement, Monsieur le Président, dans les zones où les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est rare qu'on va trouver plus qu'un ou deux employés de plus que ce que la loi permet. Donc, c'est la preuve manifeste que ce changement-là va avoir un impact minime sur le statu quo. Alors, je ne comprends pas. Madame la députée. Merci. J'ai une troisième, j'avais comme 3 thèmes. J'ai moi-même mon 3e thème de questions, puis je pense qu'après, on va avoir fait un bon tour de la question. Ma question, c'est concernant la consultation auprès des groupes qui s'intéressent, qui travaillent très fort pour la persévérance scolaire. Je vais juste poser la question au ministre s'il a eu la chance de s'entretenir avec des groupements qui luttent pour la persévérance scolaire ici au Québec, dans le cadre de ce projet de loi. Monsieur le ministre. Moi, j'ai la fierté de faire partie d'un gouvernement qui a encadré la loi sur le travail des enfants et des étudiants et des jeunes. Cette loi-là, avec ce qu'on propose ici, n'est aucunement touchée. Et moi, j'ai aucun doute que nos épiciers, nos employeurs, dans la très grande majorité des cas, sont des employeurs extraordinaires qui souhaitent la réussite scolaire de leurs jeunes travailleurs et que on est chanceux que ces gens-là se soucient autant de leur main-d'œuvre. Et encore une fois, réitérer le travail extraordinaire qui a été fait par le député de Trois-Rivières, le ministre de l'Emploi et le ministre du Travail, par rapport à l'encadrement pour protéger nos jeunes, vraiment. Mais je veux rassurer la collègue, on touche rien de ça ici. Ici, on fait juste, je pense que ça vaut la peine de le dire, ici, on fait juste enlever le gouvernement de déterminer le nombre d'employés que ça prend pour gérer une épicerie. Merci. Je vais reposer ma question. J'ai entendu la réponse. 2 choses. Première chose, je le sais très bien, là, ça ne touche pas les jeunes de 16 et moins. Il y a quand même des étudiants qui sont de 16 ans et plus et pour lesquels je pense qu'il faut quand même qu'on travaille pour qu'ils finissent soit leurs études secondaires ou leurs études collégiales ou des diplômes professionnels. Donc, ma question était la suivante. Est-ce que le ministre a consulté des regroupements qui travaillent en persévérance scolaire dans l'objectif de leur présenter cette partie de la loi 85? Monsieur le ministre. Bien, je voudrais rappeler à la collègue qu'on, dans le cadre de la loi qui venait justement encadrer le travail des jeunes,
toutes ces discussions-là ont eu lieu, et c'est la raison pour laquelle on avait fixé à 16 ans l'âge, parce que c'était le meilleur compromis afin de s'assurer qu'on protégeait maximalement les jeunes, tout en permettant aux jeunes aussi d'aller chercher une expérience très utile pour le restant de leur vie de travail. Alors, pour nous, c'est une loi récente qui a fait le fruit de beaucoup de discussions, beaucoup de consultations avec l'écosystème de persévérance scolaire et les regroupements des jeunes, les jeunes eux-mêmes, les employeurs. Et moi, je pense qu'on est arrivé à la très bonne place, Monsieur le Président. Moi, j'ai confiance que ce travail-là a déjà été fait. Et encore une fois, je me permets de saluer l'excellent travail de mon collègue, le ministre du Travail. D'autres questions? Oui? Oui. Alors, ce travail, en effet, a été fait dans le cadre de cette loi-là. Mais là, on introduit de nouvelles dispositions, on change des règles qui peuvent avoir un effet sur ce qu'on a déjà travaillé. Donc, je suis d'accord sur le fait, puis là, je pense tout le monde ici, que la loi qui encadre le travail des enfants est venue donner l'encadrement nécessaire. Mais là, on est en train de quand même changer des règles du jeu là, en enlevant cette restriction des 4 employés, le maximum des 4 employés et plus. Et lorsqu'on fait ça, puis moi, je me suis entretenue avec des acteurs qui travaillent sur la persévérance scolaire, ils m'ont dit, là, il y a un danger dans cet enjeu-là concernant le nombre de personnes qui vont être appelées en épicerie. Ces personnes-là, majoritairement, c'est des jeunes étudiants. Ils ont peut-être pas 16 ans, mais ils ont 17, 18, 19. Et on a quand même un engagement ici pour faire en sorte qu'une conciliation de travail, famille, études s'efface. Ça, là, ce que je vous dis là, c'est pas en contre... Je ne suis pas en train de remettre en question le travail qui s'est fait pour la loi qui encadre le travail des jeunes et des enfants, mais on a quand même laissé de côté les effets qui peut avoir des changements comme celui-là dans la persévérance scolaire de nos jeunes qui ont 17, 18, 19, même 20, qui vont à l'école encore et qui doivent poursuivre une carrière. C'est ça qu'on doit, puis je pense qu'on peut encourager mieux au Québec. Donc, ma question pour le ministre, est-ce qu'il est capable, pourquoi il n'a pas consulté des groupes qui travaillent sur la question de la persévérance scolaire pour avoir un portrait complet de l'effet de cette loi? Monsieur le ministre. Bien, moi, je ne suis pas d'accord du tout, Monsieur le Président, avec la collègue. La discussion qu'on a eue avec les intervenants à l'intérieur du projet de loi du ministre du Travail touchait précisément tous les enjeux qu'elle tente de soulever à l'intérieur de ce cadre réglementaire-là dans l'article 84. Et on est arrivé à 16 ans comme la meilleure place pour fixer l'objectif pour protéger nos jeunes. Et la collègue, elle dit qu'on change des choses. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. On ne change rien. On maintient cette très bonne loi du ministre du Travail et on se fait seulement, dans l'article 84, retirer le fait que le gouvernement du Québec dit aux épiciers combien d'employés ça prend pour gérer leur épicier. Moi, je pense que c'est raisonnable. Merci. Madame Hamilton-Verdun. Merci. Ça va être ma dernière intervention. Monsieur le Président, de mon côté, c'est sûr qu'on va voter contre cet article, que nous considérons qu'il va à l'encontre d'un équilibre qui a été déjà un consensus là, qui est sur le terrain. Là, puis je vous rappelle, moi, je suis allée visiter l'ensemble de mes épiceries dans mon territoire et personne ne demande ça. Ni la personne qui travaille à la caisse, ni le gestionnaire, ni le marchand, épicier, propriétaire. Personne ne demande ces changements-là. Il s'est fait sur un peut-être, c'est ça qu'on a eu comme réponse, une vue d'ensemble des conséquences. Alors, on s'oppose à ces changements-là parce qu'il va venir rompre avec un équilibre dont on ne va pas se rendre compte de tous les effets sur le terrain. Bien, merci, M. le Président. Merci à vous. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 84. Est-ce que l'article 84 est adopté? Vote par appel nominal, Madame la secrétaire, s'il vous plaît. Pour Sainte-Rose. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Madame Boisvin-Roy, Anjou-Louriel. Pour. Madame Mallette-Huntington. Pour. Monsieur Martel-Nicolas Bécancourt. Pour. Monsieur Beauchemin, Marguerite Bourgeois. Abstention. Madame Roti-Roti, Jeanne Vigé. Abstention. Madame Zagamandez-Verdun. Contre. Monsieur Allaire Masquinongé. Abstention. Alors, l'article 84 est adopté. J'ai besoin de votre consentement pour revenir à l'article 81. Est-ce que j'ai votre consentement? Parfait. Donc, Monsieur le ministre, l'article 81, s'il vous plaît. Est-ce que je l'avais lu, Monsieur le Président? Je crois que non. Ah, oui, on l'avait lu? Ah.
On me demande si ça ne serait pas plus pertinent de faire 87, compte tenu du fait que ça serait peut-être plus en ordre. C'est vous qui le savez. On va suivre vos conseils si vous pensez que c'est moi, plus pertinent. je suis le conseil de Maître des biens, puis à date, là, ça ne m'a jamais trahi. Alors, j'ai besoin de votre consentement pour suspendre l'article 81. S'il vous plaît, oui. Votre consentement. Donc, je comprends, j'ai besoin de votre consentement pour aller à l'article 87. Est-ce que j'ai votre consentement? Excuse-moi, 85. Oh, l'article 85, est-ce que j'ai votre consentement pour aller à l'article 85? Excellent. Monsieur le ministre, l'article 85. C'est là qu'on était. 85. Merci, Monsieur le Président. L'article 7 de cette loi est modifié, 1, par la suppression dans le paragraphe 1 du premier alinéa de « et pourvu qu'au plus 4 personnes assurent le fonctionnement de l'établissement en dehors des périodes légales d'admission », 2, par la suppression du deuxième alinéa. La modification faite au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 7 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux retire la limite de 4 personnes pour assurer le service principalement dans les pharmacies en dehors des périodes d'admission prévues à l'article 2 de cette loi. Le deuxième alinéa est également retiré puisque la signification de personne n'est plus utile vu le retrait de la limite. Merci. Des interventions? Sur 85. Oui, M. le député de Marguerite-Bourgeois. Merci, M. le Président. Donc, écoutez, dans l'esprit, là, OK, on est à la même place dans le sens que, encore une fois, il n'y a pas eu de dépôt d'études d'impact sur le sujet. Il n'y a pas eu vraiment là, d'analyse qui a été faite pour nous démontrer comme quoi que les conséquences ont été anticipées. J'entends le ministre nous répéter à plusieurs reprises que quand les gens sont à l'extérieur du cadre réglementaire et qu'on parle de nombre d'heures, de nombre d'employés à l'extérieur des heures normales de travail, qu'ils sont toujours pas trop loin du chiffre. J'entends tout ça. J'entends aussi encore la critique, là, en fait, le commentaire comme quoi on a voyagé le globe au grand complet là, pour nous faire des études comparatives. J'entends ça. Je reviens juste sur le fait qu'on n'a pas eu accès à cette information-là. On n'a pas eu d'analyse d'impact qui nous a été démontrée, comme quoi qu'effectivement, l'impact est minime. Je comprends la vertu du ministre de vouloir dire que c'est pas le rôle du gouvernement d'être les ressources humaines des entreprises. Il faut comprendre qu'à l'époque, quand ça s'était mis en place, il y avait une raison. La raison était justement d'essayer de trouver un équilibre pour le travail, et trouver un équilibre pour les milieux, trouver un équilibre pour les gens, pour les villages, pour les régions et tout. Puis je le comprends. Mais, encore une fois, on a pris une photo de ce qui a de l'air aujourd'hui, puis on se dit, ah, ben ça, parce que ça fonctionne maintenant là-bas, ça devrait être capable de fonctionner ici. C'est encore le même argument, M. le ministre. Avant d'être la photo d'aujourd'hui, il y a dû avoir des modifications. Il y a dû avoir des réajustements. Il y a dû avoir des mouvements, des ouvertures peut-être, plus souvent qu'autrement, des fermetures. Il y a dû avoir des balbutiements à cause de la modification qui a fait en sorte que ça s'est libéré. Que là, maintenant, les gouvernements dans toutes les autres juridictions sur la planète ne s'impliquent pas sur les heures d'ouverture et ou le nombre d'employés. Mais moi, j'aurais aimé ça, voir ça. J'aurais aimé ça pour qu'on puisse avoir prendre une décision éclairée. J'aurais aimé ça avoir le data pour être capable de dire, OK, ben peut-être que le ministre a raison finalement, puis on va pouvoir voter pour. Parce qu'on l'est fondamentalement là, pour l'allègement réglementaire. Là. On l'est, absolument. Mais là, on ne peut pas être pour une décision qui est, encore une fois, comme pour l'article précédent, basée sur des belles intentions, mais j'aime mieux vérifier, j'aime mieux avoir du solide, j'aime mieux être capable de toucher le document et ou regarder ça sur un ordinateur puis me dire, OK, ça, c'est une bonne analyse, elle a été faite. Puis comme je disais tantôt, je prenais l'exemple d'Alain Bouchard, parce qu'on parlait ici des dépanneurs et on parlait ici des épiceries et tout. Là. Mais dans le cas de l'article 85, je pense que j'aimerais ça avoir la conversation avec M. Jean Coutu, comprendre comment lui voit ça. Puis
pas mal certain que M. Jean Coutu y arrivera à la même conclusion que nous autres. Bien, j'ai pas les analyses d'impact, je suis pas capable de prendre une décision. Fait que je répète un peu la même conclusion que j'ai faite tantôt. J'ai pas les analyses d'impact, j'ai pas les conclusions, je suis pas capable de tirer les conclusions éclairées. Fait qu'en tant que... Comme M. Jean Coutu dirait, en tant qu'homme d'affaires, je ne peux pas prendre cette décision-là actuellement. Bien, en tant que politicien qui représente des gens qui font du développement économique un peu partout, je ne peux pas prendre la décision actuellement. Donc, je vais être obligé, encore une fois, ici, de m'abstenir. Madame la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Merci, M. le Président. Moi, j'aimerais ça poser la question au ministre. Ici, on est dans les pharmacies. Tantôt, on vient de faire l'épicerie, les commerces à grande surface. Pourquoi vous avez décidé les pharmacies? Puis je m'explique. Je vais prendre mon comté. Il ne faut pas parler de d'autres comtés. J'ai plusieurs pharmacies sur différentes bannières, mais j'en ai juste un qui est ouvert 24 heures, pour 24 heures. Et je doute, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est parce que les autres ne sont pas ouverts, parce qu'ils ont passé, le 4 employés n'est pas suffisant? Je veux juste comprendre pourquoi qu'on inclut les pharmacies, pourquoi spécifiquement les pharmacies à ce temps-ci? Les pharmacies sont spécifiquement ciblées parce qu'ils sont spécifiquement ciblés par la loi qui vient encore une fois indiquer aux propriétaires de pharmacie combien d'employés ça prend pour gérer la pharmacie. Alors, on est dans la même logique que les derniers articles où ce que nous, on pense que c'est les pharmaciens propriétaires qui devraient être responsables de savoir combien de personnes ça prend pour gérer leur front store. Mais est-ce que vous avez un recensement qui a été fait pour nous démontrer que c'est qu'est-ce que les pharmacies veulent? Les pharmacies nous ont indiqué qu'ils étaient d'accord avec le changement, que ça ne changeait rien pour eux. Est-ce que le ministre peut déposer le document qui démontre que les pharmacies, c'est dans leur mémoire? Il est dans le mémoire. C'est écrit qu'eux sont favorables à ça? Oui. On va aller, je vais vous laisser, puis je vais aller garder ça, M. le Président. D'autres interventions? Madame la députée de Verdun? Oui. Dans le fond, ici, bien sûr que de notre côté, il y a un esprit de concordance avec ce qu'on vient de discuter, puis on partage plusieurs commentaires. Là, je viens de comprendre, en dehors de la période légale d'admission, on appliquerait la même chose, c'est-à-dire aux pharmacies ici. C'est la même exception pour les pharmacies directement. Puis c'est encore une fois la règle de 4. Donc, c'est la même logique. C'est pourquoi on parle de pharmacie. C'est le seul autre qui est sujet à cette restriction-là. Oui. J'ai juste bien compris ce qu'on était. Parfait. Je ne vais pas évoquer toutes les autres raisons parce qu'on travaillait beaucoup plus sur les questions d'épicerie. Mais je pense que... Non, les pharmacies ne sont pas syndiquées, fait qu'il n'y a pas de problème. Le ministre, je ne sais pas s'il a répondu tout à l'heure. Je m'excuse, c'est une répétition. Est-ce qu'il y a eu une consultation aux acteurs de ce côté-là, des pharmaciens propriétaires, par exemple, ou que... C'est essentiellement la même question que la collègue de Jeanne-Mance-Vigée. Dans leur mémoire, ils nous ont indiqué qu'ils étaient pour. Allez-y. Merci, M. le Président. Merci à ma collègue qui me permet d'intervenir parce qu'elle a posé quasiment la même question. Juste, j'ai le mémoire devant moi. Alors, dans le mémoire, le ministre vient de dire que c'est écrit qu'ils sont favorables à ça. Je vais vous lire exactement ce qui est écrit dans le mémoire, M. le Président. Concernant cette modification à la loi précitée, la AQPP souligne qu'elle n'aura que très peu d'impact sur les pharmacies communautaires, puisque la limite au nombre d'employés ne fait pas partie des fardeaux administratifs qu'elle porte. Alors, dans le fond, ils sont ni froid ni chaud à l'idée. Je veux dire, c'est pas... je dirais c'est loin d'être favorable. Ils disent qu'il n'y a pas d'impact. Alors, moi, ma question, c'est... Là, j'ai compris que les pharmacies sont liées dans cette loi-ci. C'est pour ça qu'on les traite spécifiquement et pas d'autres, parce qu'on peut parler de d'autres aussi, commerce, le type de commerce. Il y a seulement les épiceries et les pharmacies qui étaient sujets à ce règlement-là. Les pharmacies sont peu ou pas impactées parce qu'il y a nombre illimité de personnes
dans le backstore, la section pharmacie. La limitation s'applique seulement dans le front store, la partie épicerie. Donc, il s'agit ici, dans 85, un élément de concordance, seulement pour nous amener à se retirer de la règle du 4 employés dans les épiceries. Bien, dans le sens que la partie épicerie. D'autres interventions? Ça va? Ça va? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la voie de l'article 85. Est-ce que l'article 85 est adopté? Adopté. Par appel nominal, Mme la secrétaire. Pour, contre, abstention, M. Ski de Sainte-Rose. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. Mme Boisvin-Roy, Anjou-Louriel. Pour. Mme Mallette Huntington. Pour. M. Martel Nicolet Bécancourt. Pour. M. Beauchemin Marguerite Bourgeois. Abstention. Mme Roti Jeanne Mance-Vigé. Abstention. Mme Zaga Mendez Verdun. Contre. M. Allard Masquinongé. Abstention. Alors, l'article 85 est adopté. J'ai besoin de votre consentement pour revenir à l'article 81, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai votre consentement? Oui, excellent, merci. Donc, Monsieur le ministre, l'article 81, vous l'aviez lu, je le confirme, mais puisque ça fait un petit hier, peut-être apporter des justifications, s'il vous plaît. Non. Mais il me fait lire le bout long. L'article 81 du projet de loi retire l'article 3.1 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux par concordance avec les modifications prévues principalement par l'article 84. Donc, il s'agit d'une concordance avec 84 qu'on vient de voter. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 81 est adopté? Adopté. Adopté. Par appel nominal. S'il vous plaît, Mme la secrétaire. Pour, contre, abstention, M. Ski de Sainte-Rose. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. Mme Boisvin-Roy, Anjou-Louriel. Pour. Mme Mallette Huntington. Pour. M. Martel Nicolet Bécancourt. Pour. M. Beauchemin Marguerite Bourgeois. Abstention. Mme Roti Jeanne Mance-Vigé. Abstention. Mme Zaga Mendez Verdun. Contre. M. Allard Masquinongé. Abstention. Donc, l'article 81 est adopté. L'article 82, Monsieur le ministre. L'article 4.1 de cette loi est modifié par le remplacement de 3 ou 3.1 par ou 3. Cette modification est faite par concordance avec les modifications vues à l'article 81 du projet de loi qui supprime l'article 3.1 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Merci. Des interventions sur 82? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons... Oui, Madame la députée de Verdun? Ou... Oui, parce que je veux juste Oui. prévenir, là, on est allé un peu vite. Là. Je sais qu'on vient de voter 81, on ne va pas rouvrir le vote. Là. Mais pour bien comprendre, là, ici, on est dans une concordance. Donc, le gouvernement peut régler les heures des jours prévus aux articles 2. Mais quand on a fait sauter les 3 et 3.1, là, je m'excuse, j'avais une question là-dessus. Je m'excuse, je sais qu'on ne va pas pouvoir le rouvrir. J'ai juste la poser en 82. Je verrai si le ministre peut nous répondre. C'est tant mieux, je m'excuse. Parce que tout à l'heure, on parlait des heures, des limites d'employés. Et là, on vient d'enlever les exceptions qu'il y avait dans la loi dans les heures d'ouverture. Qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est ici qu'on disait qu'on ne peut pas être admis dans un établissement d'alimentation qu'entre 8 et 20 heures, entre 8 et 21 heures. C'est-à-dire que désormais, les gens peuvent être admis à n'importe quel moment. Ça convient... C'est ça le changement, parce que... Allez-y, Monsieur le ministre. Ce serait bien expliqué. Oui, merci beaucoup. J'ai besoin de votre consentement. Consentement, mais bien votre titre. La parole est à vous. Merci, M. le Président. Alors, Geneviève Desbiens, je suis avocate au ministère de la Justice. Oui, ça peut paraître assez stupéfiant. Là, on enlève plein d'heures, mais non, ils sont à l'article 2 de la loi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Il faut vraiment se rapporter à l'article 2 de la loi qui prévoit déjà quelles sont les heures d'ouverture en général. Donc, on n'enlève rien. Là. On fait juste revenir à la base. Ça va? Oui, allez-y. Donc, parce que c'est un rapport avec l'article 82, donc on va se référer désormais à l'article 2 où les mêmes heures sont énumérées. Excusez-moi. Non, allez-y. Oui, exact. Maintenant, parce que l'article à 82, on avait une énumération 2, 3, 3.1. Vu qu'on retire 3.1, on se rapporte à 2 et à 3. À 2 et à 3. Et dans l'article 2, je vais juste voir, OK, c'est la même chose, c'est les restrictions et après, OK, c'est plus clair, là. Désolée, parce que je pensais que dans l'article 2, comme on ne l'a pas à la même place, désolée, on n'avait pas les mêmes exceptions qui étaient inscrites. Et quand vous dites à l'article 3, c'est l'article 3 qui a été changé tout à l'heure par l'article 84?
M. Dejoie. Non, c'est article 6. L'article 3, bien, on a fait une concordance. En fait, on n'a pas touché à 3, là. OK. On a retiré 3.1. Ça, c'est le premier article de cette section de la loi. On retire 3.1, mais on n'a pas touché à 2 ni à 3. Parfait. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Ça va. Merci. Madame la députée Jeanne Mance-Vigé. Non, ça va. Je pense indirectement Madame a répondu à ma question. Excellent. C'est bon. Merci. Donc, par l'intervention, on va procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 82 est adopté? Adopté par appel nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, M. Ski Sainte-Rose. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. Mme Boivin-Roy, Anjou-Louriel. Pour. Mme Mallette Huntington. Pour. M. Martel Nicolas Bécancourt. Pour. M. Beauchemin Marguerite Bourgeois. Abstention. Mme Roti Jeanne Mance-Vigé. Abstention. Mme Zaga-Mendez Verdun. Contre. M. Allaire Masquinongé. Abstention. Alors, l'article 82 est adopté. On passe à 83, M. le ministre. L'article 4.2 de cette loi est modifié par le remplacement dans le premier alinéa de 3 ou 3.1 par ou 3. Cette modification est faite par concordance avec les modifications vues à l'article 81 du projet de loi qui supprime l'article 3.1 de la loi sur les heures et les 2 jours d'admission dans les établissements commerciaux. Intervention? Pour l'intervention, on procède à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 83 est adopté? Adopté. Merci. Par appel nominal, M. le secrétaire. Pour, contre, abstention, M. Ski Sainte-Rose. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. Mme Boivin-Roy, Anjou-Louriel. Pour. Mme Mallette Huntington. Pour. M. Martel Nicolas Bécancourt. Pour. M. Beauchemin Marguerite Bourgeois. Abstention. Mme Roti Jeanne Mance-Vigé. Abstention. Mme Zaga-Mendez Verdun. Contre. M. Allaire Masquinongé. Abstention. Alors, l'article 83 est adopté. Ça va maintenant à 86, M. le ministre. Est-ce qu'on l'avait lu, Monsieur le Président? Je perds le fil. Non. Non. C'est le point 1. Oui, c'est mais c'est parce que je veux juste être sûr. Et c'est point 1. Je vais lire l'article 86, mais je vais vous proposer un amendement après, Monsieur le Président. Allez-y. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 15 du suivant, 15.1. Le ministre peut élaborer et mettre en œuvre des projets pilotes visant à évaluer les conséquences de la modification des heures et des jours d'admission applicables à certains établissements commerciaux sur leur compétitivité. Le ministre détermine les règles applicables dans le cadre d'un projet pilote, lesquelles peuvent notamment prévoir les mécanismes de surveillance ainsi que les renseignements à être transmis au ministre aux fins de celle-ci. Le ministre détermine également les dispositions d'un projet pilote dont la violation constitue une infraction et le montant de l'amende dont il est passable le contrevenant, lequel ne peut être supérieur au montant prévu à l'article 23 et 24. Ces règles peuvent différer de celles prévues par la présente loi, y compris celles prévues en vertu des articles 4.1 et 4.2. Un projet pilote est établi pour une durée maximale d'1 an, que le ministre peut prolonger d'au plus 1 an. Le ministre publie sur le site Internet de son ministère les termes d'un projet pilote. Au terme d'un projet pilote, le ministre produit un rapport dans lequel il évalue les conséquences de la mise en œuvre du projet pilote. Il publie ce rapport sur le site Internet de son ministère. Le nouvel article 15.1 insère à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux permet à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie de mettre en place des projets pilotes permettant d'évaluer les conséquences de la modification des heures et des jours d'admission du public applicables aux établissements commerciaux visés par le projet pilote sur les compétitivités. Les règles applicables dans le cadre d'un projet pilote sont déterminées par le ministre. Ces règles peuvent, entre autres, prévoir le mécanisme de surveillance ainsi que les renseignements à être transmis à la ministre pour l'aider dans sa surveillance du projet pilote. Les dispositions d'un projet pilote dont la violation constitue une infraction et le montant de l'amende est donc dont il est passable, le contrevenant, sont aussi déterminés par la ministre. Le montant de l'amende ne peut toutefois être supérieur, selon le cas, à 1 500 ou 3 000 pour l'infraction initiale, à 3 000 ou 6 000 pour une première récidive et même, dans certains cas, à 9 000 pour une deuxième récidive. Toutes les règles déterminées par la ministre peuvent être différentes de celles prévues par la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, y compris celles prévues en articles 4.1, c'est-à-dire les règles déterminées par la Ville de Montréal, et 4.2, c'est-à-dire les règles déterminées par règlement. Un projet pilote a une durée d'1 an, laquelle peut être prolongée d'une autre année. La ministre doit publier sur le site Internet de son ministère de l'ensemble des règles d'un projet pilote. À la fin du projet pilote, la ministre doit produire un rapport
produire et publier sur le site Internet de son ministère un rapport dans lequel elle expose les conséquences de la mise en œuvre du projet pilote. Je vais vous lire mon amendement. Remplacer dans le premier alinéa de l'article 15.1 de la Loi sur les heures et des jours d'admission dans les établissements commerciaux, proposé par l'article 86 du projet de loi, sur leur compétitivité par notamment sur leur compétitivité, les travailleurs et les consommateurs. Cet amendement élargit la portée de l'évaluation des conséquences de la modification des heures et des jours admissibles applicables aux établissements commerciaux qui pourrait être visé par un projet pilote. Merci. Alors, on est sur l'amendement déposé à l'article 86 des interventions. C'est le député de Marguerite Bourgeois. Juste prendre une pause. Oui, tellement. On va suspendre les travaux quelques instants. Merci. Alors, nous allons reprendre les travaux. Monsieur le ministre, si vous vous souvenez, nous étions sur l'amendement déposé à l'article 86. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention sur l'amendement? Oui. Oui? Bon. Non, mais vas-y, Alain. Madame la députée de Verdun, allez-y. Donc, là, je vais bien comprendre l'amendement parce qu'il faut mettre en perspective qu'est-ce que l'article 86 introduit dans notre compréhension. Depuis tout à l'heure, on parlait des épiceries. Là, on est l'ensemble des détaillants. Dans le commerce du détail. Fait que ça ne s'applique pas aux épiceries, mais tout autre détaillant. Excellent. Là, on a la même compréhension. Donc, on mettrait le projet pilote et évaluer les conséquences. Mais je ne suis pas, d'entrée de jeu, là, je ne suis pas en désaccord de voir et d'évaluer les conséquences compétitivité et inclure les travailleurs et consommateurs. Moi, je pense qu'il y a une avancée de ce côté-là. Si on va dans l'évaluation, je ne vais pas m'opposer à ajouter ça. Ceci dit, c'est un peu c'est l'enjeu de fond de tout d'abord pourquoi on est en train d'ouvrir ces projets pilotes-là. Je veux bien, on peut mettre d'autres considérations. On pourrait ajouter les effets sur la ruralité, l'occupation du territoire, l'économie locale. Bref, on pourrait mettre toutes les considérations. Moi, je trouve qu'elles sont très bonnes. Mais c'est le cœur de la question qui pour nous, n'est pas clair. Pourquoi on ouvre des projets pilotes? Oui. Bien, comme je disais tantôt, Monsieur le Président, moi, mon constat de 2 ans et demi à parler des heures d'ouverture, c'est vraiment pas clair. C'est vraiment pas clair. On a le CCD, c'est quoi le CCD? Conseil canadien des commerces de détail. C'est ça, Conseil canadien du Conseil du détail. Il y a la FCEI, il y a la CQCD qui sont officiellement pour. Mais à l'intérieur de leurs membres, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Même chose, comme on disait tantôt, collègue de Verdun, il y a l'ADA, puis il y a les gens des dépanneurs. Les autres sont contre. Mais il y a des membres à l'intérieur de ça qui sont pour. Fait puis, moi, je me pose la question, dans un flou comme ça, mais c'est à qui de décider? Est-ce que c'est au gouvernement d'arriver puis d'imposer dans l'économie des règles sur, dans le fond, qui ne sont pas liées à la sécurité ou qui ne sont pas liées à le rôle central du gouvernement, de venir dire, mais là, toi, tu es obligé de fermer à 5 heures, tu es obligé de fermer à 9 heures. C'est à nous autres de décider ça, surtout, lorsque c'est pas clair. Alors, moi, je pense qu'un projet pilote, pour mesurer les impacts de cette réalité-là, vraiment, c'est la chose à faire pour avoir la réponse à cette question-là. Est-ce que ça déstabilise l'économie? Est-ce que ça a des conséquences inattendues? Est-ce que c'est souhaité? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que ça a changé le comportement? Bref, si toutes les raisons que vous évoquez dans les dernières minutes d'inquiétude sont fondées ou pas. Moi, je pense que c'est une bonne façon de procéder. Puis, je pense que ça va nous aider à avoir des réponses. Oui, je comprends le fait d'avoir les intentions d'évaluer par la suite. Et en fait, moi, je m'attends quand on fait des projets de loi, c'est qu'on fait l'évaluation un peu avant. On ne peut pas des fois faire un choix et dire on verra, puis après on va recueillir
il y a quelque chose de plus préventif. En tout cas, je pense qu'on a le devoir d'être un peu plus préventif. Puis je vous explique pourquoi, Monsieur le ministre, parce qu'il y a un lien entre cette projet pilote-là pour les détaillants qui ne sont pas épiciers et les épiciers. Je vais prendre le temps quand même d'exposer pourquoi je vois le lien et pourquoi je vois des conséquences qui peuvent arriver à court, moyen terme, et que peut-être après l'évaluation, ça va être trop tard pour revenir en arrière. C'est ça mon enjeu. Donc, je m'explique. Il y a des détaillants qui ne sont pas des épiceries. Hier, j'ai posé la question, elle était répondue. Des grands détaillants, des grandes surfaces, des géants, là, comme Costco, sont considérés comme des épiceries. Ils ont un modèle d'affaires. Ils vont être touchés par les règles qu'on vient d'adopter, auxquelles on s'est opposé, mais qu'on vient d'adopter. Il y a d'autres géants, M. le Président, qui ne sont pas des épiceries, mais qui, à l'intérieur, offrent des biens épiciers, d'épicerie. Walmart, par exemple. Puis je vais commencer par eux parce qu'ils l'ont déjà dit, la seule place en Amérique du Nord où ils ne sont pas capables d'ouvrir 24 heures sur 24, c'est au Québec. Walmart, c'est une multinationale géante qui possède en ce moment déjà le plan d'affaires. Dès qu'il y a l'opportunité, il va ouvrir 24 heures au Québec parce qu'il a le plan d'affaires. Ce n'est pas quelque chose qui va peut-être étudier le marché pour voir. Non. À quelques heures d'ici, dans le sud de la frontière, à quelques heures d'ici, en Ontario, ils ont le plan d'affaires. Il est prêt. Donc, je vais continuer avec mon exemple de Walmart. Walmart, il y a un plan d'affaires qui est fait. Je ne suis pas fictif, là. C'est quelque chose qui s'est fait déjà. Il va regarder le projet pilote, il va lever la main, puis il va y arriver. C'est des grandes surfaces, là. Je veux dire, vous avez vu, un Walmart, c'est énorme. À l'intérieur du Walmart, que ce n'est pas une épicerie, c'est un détaillant, donc touché par ça, il y a une section d'épicerie qui va offrir... On a une section d'épicerie, là. Je vois le monde déjà... Ça existe déjà au Québec. Et quand on ouvre cette possibilité-là, Walmart ne va pas seulement en arriver, il va avoir une épicerie 24 heures, un modèle d'affaires qui va leur permettre de perdre l'argent pendant la nuit, parce que, on va se le dire, là, quand on dit perdre l'argent pendant la nuit, les gens ne vont pas aller acheter des brocolis à 4 heures du matin. Il n'y a pas un achalandage au Québec pour acheter des brocolis puis des viandes à 4 heures du matin. Ils sont capables de payer un modèle d'affaires que même s'ils perdent l'argent pendant la nuit en ayant des employés puis en payant pour des ressources, ils sont capables de continuer et de faire la compétition en attrayant aux gens avec d'autres produits et peu à peu déplacer, voire fermer, des petits épiciers et des dépanneurs tout autour. Ça, c'est des études qui le prouvent. C'est prouvé aux États-Unis, dès qu'un Walmart qui ouvre et qui offre ce type de services-là, tout autour, là, ça crée comme un rayon qui est touché par cette dynamique. Donc, ma question, en fait, avec cette analyse-là, est-ce que le ministre a considéré qu'en faisant ce projet pilote-là, des gens comme Walmart vont s'installer, vont sauter sur location et ils vont créer l'effet qu'on ne souhaite pas pour nos épiciers puis pour nos dépanneurs, parce qu'ils vont créer une compétition, une concurrence, et on ne va pas être en train de protéger ces joueurs-là. Bien, 3 choses, Monsieur le Président. La première, puis je veux être clair, plus que clair et très, très clair, c'est pas notre intention à l'intérieur du projet pilote de faire des 24 heures. Donc, on ne va pas avoir du 24 heures dans le projet pilote. On n'est pas dans cette logique-là. 1. 2, parlons de Walmart un peu. On a recensé 3 Walmart dans des zones touristiques. Comme on a dit tantôt, dans une zone touristique, on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit d'être ouvert 24 heures sur 24, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et dans ces cas-là, on a remarqué que même dans ces 3 Walmart-là, les heures d'ouverture étaient semblables ou similaires à ce qu'on trouve ailleurs dans le Québec ou ce que sont régis par des heures d'ouverture. Donc, rien ne nous porte à croire le scénario où ce qu'un Walmart déciderait d'être ouvert tout le temps, même s'il avait le droit. Mais, comme j'ai dit, c'est pas notre intention d'être ouvert 24 heures sur 24. Sur les grandes surfaces, la collègue évoque souvent les grandes surfaces, on a fait une analyse de tous les Costco en Amérique du Nord, dans le nord-est des États-Unis. On a remarqué que malgré le fait qu'ils ont le droit d'être ouverts comme ils veulent, ils ont tous des heures similaires à ce qu'on trouve ici au Québec. Donc, encore une fois,
rien ne nous porte à croire qu'il y aurait le genre d'abus dont la collègue appréhende. Mais, en terminant, j'ajouterais, le projet pilote sert à ça. Il sert à dire, mais OK, est-ce que la loi actuelle sert bien les Québécois? Si oui, parfait, on garde le statu quo. Sinon, on va avoir des données pour effectuer les changements qu'on souhaite faire. OK. Merci. Attention, après, le monsieur le député de Marguerite Bourgeois. J'apprécie les éléments de réponse parce que là on va aller plus en profondeur. Parce que le premier élément de réponse, c'est de dire que ces projets pilotes, et je vais juste le dire dans mes mots, peut-être que je me suis trompée, ne va pas permettre des ouvertures 24 heures. Est-ce que je me trompe? Je pense que j'ai été très clair, M. le Président. Donc, j'ai dit il est nullement non intention à l'intérieur du projet de loi. je veux juste entendre le monsieur le ministre. Qu'est-ce que tu veux entendre, Fred? Non, un instant. Monsieur- Il n'y aura pas de 24 Président. heures dans le projet pilote. Juste un instant, je vous ramène vers moi. Pas tout le monde qui parle en même temps. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Madame la députée, allez-y, la parole est à vous. Merci, je vais répéter parce que ça m'intéresse vraiment voir la réponse du ministre. Je ne veux pas prêter des intentions. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'article... Là, on est à 15.1. Là, je sais qu'on est sur l'amendement. On va adopter l'amendement. Au pire, on reviendra. Mais ma question, pour revenir sur l'intervention du ministre, qu'est-ce qui empêche dans l'article ou dans le projet pilote un détaillant qui arrive et dit « Moi, mon projet pilote, c'est un projet de 24 heures. » Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui dit « Non, on n'accepte pas de projet pilote de 24 heures. » Je vous le dis, j'accepterai pas ça. Marguerite Bourgeois. Merci, M. le Président. Oui, mais M. le ministre, moi, je vous fais confiance. OK? Mais si c'est pas vous dans 2 semaines, y a-t-il quelqu'un qui va avoir écrit que dans mon testament, je veux pas qu'on ouvre du 24 heures? Je veux dire, le problème, il est là. Fait que là, il faut l'écrire quelque part. Il faut le dire. Parce que toute cette histoire-là, c'est la passe à la palette à Walmart. Oui. C'est exactement ça que je critique depuis le début. C'est le seul enjeu le plus important de tout le projet de loi. Ici, là, on fait une passe à la palette aux Américains contre notre modèle d'affaires à nous autres, contre nos dépanneurs, contre nos épiceries. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Eux autres, là, ils vont payer du monde à prendre les parts de marché à notre modèle d'affaires à nous autres pour faire quoi, finalement? Parce que moi, je me suis promené pas mal là, aux États-Unis. J'ai vu les Walmart, qu'est-ce que ça a de l'air. Là. Il n'y a pas de 7-Eleven tout partout là, où est-ce qu'il y a un Walmart. Là. Fait qu'ils vont accaparer les parts de marché. Ils vont le faire, puis c'est normal. À leur place, je ferais pareil. Le problème qu'on a, c'est que nous, on a un équilibre. Ça fonctionne. Puis il n'y a pas de subvention gouvernementale à faire qu'on a 6 000 dépanneurs qui fonctionnent. Là. C'est tout dans le privé. C'est un modèle qui ronronne. Fait que là, ce qu'on est en train de mettre comme condition, là, c'est d'ouvrir la porte de la bergerie pour que le loup rentre, puis que là, finalement, ben il y en a des plus petits, plus faibles qui vont tomber. Ils vont tomber au combat. Combien de ceux-là vont tomber au combat? Comment vont-ils faire pour remplacer leur gagne-pain? Vont-ils tous aller travailler chez Walmart? La réponse à ça, c'est on ne sait pas, mais ça va coûter de quoi? C'est ça, M. le ministre, qu'on pose la question. Puis vous me connaissez, là. Je suis pour le développement des affaires. Je suis pour le développement des affaires entièrement. Mais dans le contexte actuel, où est-ce qu'on se fait là, varger de façon quotidienne par les Américains, là, on va ouvrir la porte aux loups dans notre bergerie. C'est l'endroit où je suis en entier désaccord avec vous là-dessus. Je trouve que le projet pilote pour les commerces de détail, même si vous avez eu certains qui vous ont dit qu'ils étaient d'accord pour l'idée, je peux le comprendre. Moi, ce que je pense ici, c'est je pense à nos employeurs, les petits commerçants qui, eux, vont en arracher, c'est sûr et certain. C'est les autres qu'on va fermer. Puis, comme disait le député de Rousseau là, en 2006, là, c'est ça qui se passe. On va les tuer. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses, M. le ministre? Mais les collègues ont passé les dernières heures, presque les 2 dernières heures, à parler de mesurer les impacts.
Le projet pilote, ce n'est pas une fin en soi, Monsieur le Président. Même si le scénario catastrophique que le collègue évoque s'avérait, il faudrait changer la loi pour le permettre, parce qu'un projet pilote ne change pas le statu quo. Il permet la création d'une mesure qui, elle, peut être renouvelée une fois pour une période d'1 an et un maximum de 2 ans, et après ça, doit prendre fin. Donc, je suis quand même contraint par la loi. Je ne demande pas aux collègues de me permettre de changer la loi sur les heures d'ouverture ici. Je lui demande aux collègues de me permettre de voir si la situation elle a changé et de le mesurer, tout simplement. Donc, si le collègue souhaite vraiment avoir des faits et savoir c'est quoi l'impact sur le commerce du détail d'avoir des heures élargies, je l'invite à m'appuyer dans le projet de pilote qui va nous permettre de mesurer une fois pour tout si ces instincts de l'unicité du Québec à l'intérieur du marché nord-américain est vrai, si les Québécois veulent consommer plus tard, si c'est vrai, de voir si Sport Expert gagnerait à pouvoir faire des choses différentes, oui, ou si les épiceries, pas les épiceries, mais les centres commerciaux pourraient être ouverts différemment, ça serait un modèle adopté, peut-être. Pour moi, je pense que le projet pilote, c'est la façon de faire. Et je répète aux collègues, le projet pilote ne change pas la loi. Il faudrait quand même que je revienne vous voir, puis on pourrait avoir la discussion sur les résultats du projet pilote à ce moment-là. Donc, le projet pilote a un début, il y a une fin qui est claire, et si jamais c'est négatif, on doit changer la loi pour avoir une situation qui diffère du statu quo. Donc, moi, je pense que les balises sont en place. Merci, M. le Président. Le ministre a mentionné tout à l'heure comme quoi qu'il n'y aura pas de 24 heures. C'est écrit quelque part. Un. Deuxième volet, c'est... Là, on fait un projet pilote. Je redonne l'exemple du loup dans la bergerie. S'il en mange 5-6 moutons, là, c'est fini. On fait quoi avec ces moutons-là? Les parents des moutons, les enfants des moutons? On fait quoi avec les commerces qui ont tombé à l'épreuve? On les remplace-tu? On les aide-tu? On les... Ah, ben désolé, on voulait pas que vous fermiez, mais vous avez fermé. Comment qu'on va comme aider ces gens-là qui fonctionnaient avant, là? Puis que là, on a ouvert la porte, puis ils ne fonctionnent plus maintenant. Bien, le collègue... Tombé durant l'épreuve. Le collègue évoque une bonne question, mais juste parce qu'on a entamé un projet pilote qui peut durer 1 an et être extensionné par une année de suite pour un total de 2 ans, ça ne veut pas dire que le projet pilote va durer 2 ans. Le projet pilote pourrait facilement prendre fin après 2-3 mois si on voit que ça ne vaut pas la peine, qu'il y a des impacts qu'on n'a pas pu mesurer. Donc, encore une fois, un projet pilote, par définition, ça a comme objectif de mesurer et de prendre le pouls, ce qu'on va faire en continu. Et si jamais les points négatifs excèdent les points positifs, certainement, on va l'arrêter. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, un projet pilote, ça sert à mesurer. Madame la petite Verdun. Je voulais revenir parce que moi, je vais être... Monsieur le ministre, j'ai le goût qu'on travaille ensemble, là, dans le sens... Vous avez pris un engagement, puis je veux juste le saluer. Vous l'avez dit, c'est pas pour le maire que je fais ça, et je ne souhaite pas... Il n'y en aura pas de 24 heures. Parfait. J'ai le goût qu'on travaille à partir de là. Donc, j'ai une question semblable, puis j'apprécie qu'on nous dise au micro, là, vous l'avez dit, il n'y en aura pas de 24 heures avec ces projets pilotes-là. Donc, je vais juste nous ramener, parce que j'aimerais ça qu'on fasse ça dans l'ordre. On est sur l'amendement. On peut, je pense, finir de discuter cet amendement, l'accepter. Moi, je veux juste entendre le ministre sur est-ce qu'il y a une possibilité de l'inscrire quelque part dans l'article 86, cet engagement-là? Je ne sais pas ce qu'elle voudrait qu'on écrit. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez écrire. Bien, je nous invite peut-être, parce que j'ai d'autres questions sur d'autres thèmes. Moi, j'aimerais ça qu'on avance d'une façon à qu'on puisse l'écrire. Moi, Est-ce qu'on peut suspendre? Hein? On suspend les travaux quelques instants. Merci. Alors, nous allons reprendre les travaux. Je répète que nous sommes sur un amendement déposé à l'article 86. J'ai compris qu'il n'y aurait pas d'autres interventions sur l'amendement. Donc, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'amendement déposé à l'article 86 est adopté? Adopté. Excellent. On revient donc à l'article 86
tel qu'amendé. J'ai compris qu'on voulait le suspendre. Est-ce que j'ai votre consentement? Consentement, excellent. On va à l'article 87, Monsieur le ministre. L'article 23 de cette loi est modifié par le remplacement dans le premier alinéa à l'article 3.1 au troisième alinéa de l'article 6. Il s'agit d'une modification de concordance avec la suppression de l'article 3.1 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux et l'ajout de la définition à ce qui est un établissement d'alimentation au troisième alinéa de l'article 6 de cette loi. Merci. Des interventions sur 87? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 87 est adopté? Adopté. Adopté, excellent. 88, Monsieur le ministre. L'article 1 du règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux, chapitre H-2.1R.1, est modifié par le remplacement de 3.1 par 4.1. Il s'agit d'une modification de concordance avec la suppression de l'article 3.1 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Merci. Des interventions sur 88? Pas d'intervention. Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 88 est adopté? Adopté. Adopté. Excellent. 89, Monsieur le ministre. L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le paragraphe 1 du premier alinéa de deuxième alinéa de l'article 3.1 par troisième alinéa de l'article 6. Il s'agit de modification de concordance avec la suppression de l'article 3.1 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux et l'ajout de la définition de ce qui est un établissement d'alimentation au troisième alinéa de l'article 6 de cette loi. Intervention sur 89. Est-ce que l'article 89 est adopté? Adopté. Adopté. Excellent. 90. L'article 5 de ce règlement est modifié par la suppression dans ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa et au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 3.1. Il s'agit d'une modification de concordance avec la suppression de l'article 3.1 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Intervention sur 90. Est-ce que l'article 90 est adopté? Adopté. Excellent. 91. L'intitulé de la section 3.1 de ce règlement est remplacé par le suivant. Établissement commercial offrant en vente des produits autres que pharmaceutiques, hygiéniques, sanitaires ou alimentaires. Il s'agit de modifications de concordance avec les modifications effectuées à l'article 6.1 du règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux par l'article 92 du projet de loi. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur 91? Est-ce que l'article 91 est adopté? Adopté. Adopté. 92, Monsieur le ministre. L'article 6.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant. Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi, le public peut être admis entre 8h et 23h tous les jours de l'année dans les établissements suivants. 1. Les établissements commerciaux offrant principalement en vente en tout temps des enregistrements audio. 2. Les points de vente de la Société québécoise du cannabis. Cet article permet aux points de vente de la Société québécoise du cannabis d'admettre le public entre 8h et 23h tous les jours de l'année. Merci. Des interventions sur 92? Pas d'intervention. Donc, est-ce que l'article 92 est adopté? Adopté. Adopté. Excellent. 93, monsieur. L'article 35.1 de la loi sur Investissement Québec, chapitre I-16.0.1, est modifié par la suppression dans ce qui précède le paragraphe 1 du premier alinéa de « en participation ». Il s'agit d'une modification de concordance avec la modification de l'article 35.2 de la loi sur l'Investissement Québec par l'article 94 du projet de loi. Merci. Des interventions? Est-ce que l'article 93 est adopté? Ah, juste un petit instant. Pourquoi, oui, m'expliquer peut-être, M. Lavigne, là. Ici, on dit modification de concordance avec la modification de l'article 35.2, ça va. Sur l'Investissement Québec, par l'article 94 du projet de loi, ça, c'est pas mieux de traiter 94 avant de faire 93? Non. Bien, je sais pas. Si vous voulez. Ça serait-tu plus logique? 94, c'est... Allons-y. Suspendons 93, M. le Président. Puis là, on revient à 93. Ouais. J'ai besoin de votre consentement pour suspendre 93. Est-ce que j'ai votre consentement? Est-ce que j'ai votre consentement? Oui, consentement. Excellent. Donc, on s'en va. Est-ce que j'ai besoin de votre consentement pour aller à 94? Est-ce que j'ai votre consentement? Consentement. Monsieur le ministre, allez-y. L'article 35.2 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant. Un investissement s'entend de l'acquisition des titres émis par une personne morale ou une société de personnes ainsi que d'un droit de propriété sur des actifs. Il ne comprend pas les créances, qu'elles soient convertibles ou non, en un tel investissement. Cette modification remplace ce qu'on entend par une participation par l'expression plus englobante qui est investissement, afin de permettre l'acquisition de titres émis par une personne morale ou une société de personnes, ainsi que des droits de propriété sur des actifs, tout en maintenant l'exclusion des créances, qu'elles soient convertibles ou non dans tels titres. Peut-être M. Lavigne peut nous aider. Oui, M. Lavigne, j'ai besoin du consentement pour lui permettre d'intervenir. La parole est à vous. Votre titre, s'il vous plaît, au préalable.
Bonjour, Benoît Lavigne, directeur du Bureau de la gouvernance et de la coopération réglementaire au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, très rapidement, c'est une mesure qui vise à élargir les types de prise de participation permis aux fonds d'investissement du FCEQ et du FCRNE au sein du ministère de l'Économie. Oui, allez-y. Donc, ça veut dire que les fonds ne pouvaient pas avant investir dans ce qui était défini comme étant un investissement. Ils pouvaient juste participer, avoir donc une participation. Peut-être les jeunes investisseurs Québec peuvent donner plus de détails. Oui, vu que c'est votre première fois que vous n'avez pas besoin de peser sur le piton, ça va se faire tout seul. J'ai besoin du consentement. Consentement, votre titre, s'il vous plaît. Allez-y. Directeur du développement et des fonds d'investissement. Et votre nom, excusez-moi, j'aurais dû vous le demander aussi. Marc-Antoine Fortin. Parfait, la parole est à vous. Oui, donc en ce moment, les fonds là, prévoient qu'on doit prendre des prises de participation. Puis du point de vue légal, les prises de participation, c'est des actions qui ont des droits particuliers, d'avoir droit aux distributions là, de dividendes au même titre que les autres actionnaires ordinaires. En cas de liquidation aussi, là, être partagé les produits de la liquidation au même titre que tous les autres. On intervient souvent avec les fonds propres d'investissement Québec, Caisse de dépôt-placement, FSTQ, qui, eux, ont un peu plus de flexibilité. Ils permettent d'avoir des actions qu'on dit privilégiées, donc qui n'ont pas nécessairement ces droits-là au départ, mais qui peuvent, par exemple, être convertis en actions ordinaires. Et puis, on ne peut pas intervenir avec des actions privilégiées qui pourraient éventuellement être convertibles parce que ça ne répond pas à la définition légale d'une prise de participation. Donc, en ayant le terme investissement qui est plus englobant, on peut intervenir en actions privilégiées qui, dans certains cas, nous permettent de nous arrimer aux modalités là, des autres investisseurs. Est-ce que, selon vous, ça vous permet de faire d'autres genres d'investissements à part les privilégiés, si on appelle ça des investissements, comme d'autres catégories d'actifs, par exemple, payment in kind, toutes ces histoires? Non, parce que c'est ça, dans le fond, il y avait une limitation sur ce qui peut être une créance. Donc, des fois, il peut y avoir des actions privilégiées qui auraient des modalités de sorte que ça pourrait s'apparenter plutôt à un prêt ou à une créance. À ce moment-là, en conservant la limitation sur les créances, ça nous permet vraiment d'avoir des actions qui conservent le statut un peu d'équité. Donc, c'est pour ça que le terme investissement reste plus global. Là. Mais on parle vraiment de parts dans des sociétés en commandite, par exemple, ou des actions d'une société par action. Donc, selon vous, là, ça vous permet et ça vous limite à justement aller que pour des actions privilégiées et non toutes les autres dans la structure de capital? Bien, c'est ça. Des actions privilégiées, par exemple, qui pourraient avoir des dividendes garantis avec un certain pourcentage annuel, qui donnent une meilleure position parfois dans certains investissements. Par contre, c'est sûr qu'on peut négocier des clauses de conversion qui nous permettent d'aller chercher les avantages que des actions ordinaires pourraient nous donner. Donc, ça nous donne plus de flexibilité. Puis, c'est souvent des structures qu'on retrouve dans certains investissements qui, pour l'instant, on ne pouvait pas venir faire avec les fonds d'investissement. Est-ce que la politique de placement, parce qu'il y a d'autres éventualités, là, vous ouvrez la porte en faisant ça, là, fait que j'assume que vous le savez, là, en faisant ça, en ouvrant la porte, est-ce que la politique de placement a été arrimée en fonction de ça? Bien là, pour l'instant, la politique d'investissement ne pouvait pas être arrimée parce que la loi était telle qu'elle était. On ne pouvait pas être plus large que ce que la loi permettait. Là, les travaux visent à venir. En fait, pour l'instant, la politique d'investissement va rester avec le texte actuel. Donc, tant que la politique ne sera pas changée, elle va être plus restrictive que la loi, donc on va devoir s'y conformer. Mais un projet de modification va être déposé au Conseil des ministres pour venir arrimer ça et encadrer les investissements là, par... Il va y avoir une meilleure description des investissements. Exact. Donc ça, c'est quelque chose que vous nous promettez, là, c'est ce qui va se faire. La politique de placement va être plus explicative en ce qui a trait à la définition oui, tout à fait. du terme investissement. OK, c'est beau. Merci. D'autres interventions? Donc, on va procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 94 est adopté? Adopté. J'ai besoin de votre consentement. Non, est-ce que l'amendement est prêt? Bon, ben, on va continuer, c'est correct. 95, M. le ministre. Alors, est-ce qu'on peut revenir à 93? Non, l'amendement n'est pas prêt. C'était pas lui? C'était pas lui? C'est une concordance. Oui, parce qu'on l'a suspendu. Oui, c'est ça.
Consentement pour revenir à 93, pardon. Oui, consentement. Excellent. 93, M. le ministre. On l'a déjà lu. Des interventions? Pas d'intervention, donc est-ce que l'article 93 est adopté? Adopté. Oui, merci de me ramener à l'ordre. On vous aime, M. le Président. C'est parfait comme Lâchez ça. pas. Faux. L'article 35.18 de cette loi est modifié par la suppression dans le deuxième alinéa de « en participation », 2, par le remplacement du troisième alinéa par le suivant. Un investissement s'entend de l'acquisition de titres émis par une personne morale ou une société de personnes ainsi que d'un droit de propriété sur les actifs. Il ne comprend pas les créances, qu'elles soient convertibles ou non, à un tel investissement. Cette modification remplace ce qu'on entend par une participation par l'expression plus englobante qui est l'investissement, afin de permettre l'acquisition de titres émis par une personne morale ou une société de personnes ainsi qu'un droit de propriété sur des actifs, tout en maintenant l'exclusion des créances, qu'elles soient convertibles ou non en de tels titres. Oui, allez-y. Une question encore spécifique. Donc, ici encore, on va avoir un arrimage à faire avec la politique de placement. Dans une autre catégorie de fonds. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on va aussi bien définir toutes les classes d'actifs qui vont être définies sous la nouvelle nomenclature d'investissement? Oui, exactement, c'est ça. Ça s'applique, en fait, c'est miroir. Donc, on a le FCEQ, FCRNE, nos deux fonds spéciaux. On revoit les politiques des deux pour s'arrimer puis venir définir qu'est-ce qu'un investissement pour ça. Parfait. Je voulais juste m'en assurer là, pour qu'on ait ça. Merci. Donc, pas d'autres interventions. Est-ce que l'article 95 est adopté? Adopté, excellent. 96, M. le ministre. L'article 35.19 de cette loi est modifié par le remplacement de 5 millions par 2 millions. Cette modification permet d'abaisser le seuil d'investissement des sommes portées au crédit du fonds dans une entreprise ou d'un autre fonds à 2 millions de dollars. Merci. Des interventions? Sur 96, M. le... Oui. Pour que je comprenne, ici, on faisait quoi exactement, en fait? Je vais le laisser répondre. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? On baisse de 5 à 2. Qu'est-ce que ça nous permet de faire de plus? M. Fortin. Le FCEQ, on intervient, on cherche à pas être majoritaire dans des rondes de financement, là, donc on s'inscrit en complémentarité avec les autres acteurs de la chaîne de financement. À 5 millions, ça faisait qu'on pouvait intervenir généralement dans des rondes minimales entre 10 et 15 millions, ce qui est quand même élevé dans certains cas. Donc, on voulait là, se donner plus de flexibilité pour être dans des entreprises qui sont en croissance, peut-être à un stade un peu moins mature de leur développement. Donc, en abaissant en 2 millions, ça nous permet là, d'intervenir auprès de ces entreprises-là. À quel stage de croissance pour rentrer avec du 2 millions? Là? C'est ça. On n'est pas... on ne s'inscrit pas là, dans le capital de démarrage. Là. On n'est pas c'est pas du capital de risque. Donc, c'est des entreprises qui sont rendues au stade de commercialisation, là, qui ont un produit, qui ont des affaires. Puis, donc... pardon? Série A? Oui. Bien, en fait, c'est ça. Peut-être pas la série A étant comme la première levée de fonds, là, c'est un peu plus mature que ça. Donc, il n'y a pas de série A? C'est plus dans le B, C? Généralement, oui. OK. C'est bon. Ça va? Est-ce que l'article 96 est adopté? Adopté. Excellent. Monsieur le ministre, 99. La loi sur les architectes, chapitre A... Ça, c'est adopté. Excuse-moi. 99, 97, 98 sont adoptés déjà. Excuse-moi, Ben, vous autres, là? J'ai tellement de plaisir, chers collègues, là, je peux dire, je pourrais faire ça toute la soirée. 99. Faut pas charrier. 99. Les clubs de chasse et pêche. C'est ça, 99, Monsieur le Président? Ouais. Les dispositions suivantes sont abrogées. 1. L'article 8 de la loi sur les clubs de chasse et de pêche, chapitre C-22. 2. L'article 12 de la loi sur les clubs de récréation, chapitre C-23. L'article 15 de la loi sur les compagnies de cimetières, chapitre C-40. L'article 53 de la loi sur les compagnies de cimetières catholiques romans, chapitre C-40.1. L'article 99 de la loi... 5. L'article 99 de la loi sur les compagnies de gaz, d'eau, d'électricité, chapitre C-44. 6. L'article 16 de la loi sur les constitutions de certaines églises, chapitre C-63. 7. L'article 20 de la loi sur les corporations religieuses, chapitre C-71. 8. L'article 23 de la loi sur les évêques catholiques romans, chapitre E-17. 9. L'article 76 de la loi sur les fabriques, chapitre F-1.
10. L'article 35 de la loi sur les liquidations de compagnies, chapitre L-4. 11. L'article 8 de la loi sur les sociétés nationales de bienfaisance, chapitre S-31. 12. L'article 5 de la loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux, chapitre S-32. L'article 13. L'article 31 de la loi sur les syndicats professionnels, chapitre S-40. 14. Les articles 275, 287, 290 et 548 de la loi sur l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier 2002, chapitre 45. Ces articles retirent plusieurs dispositions non en vigueur des lois qui prévoient que le MEIA est chargé de l'application de ces dernières, alors que d'autres ministères en sont également chargés, notamment par décision du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur 99? Donc, est-ce que l'article 99 est adopté? Adopté. Excellent. Monsieur le ministre, l'article 5, je crois que vous avez un amendement. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur indiquer la date de sanction de la présente loi à l'exception 1. Les dispositions de l'article 47 à 51 qui entrent en vigueur indiquer la date qui suit 30 jours celle de la sanction de la présente loi. 2. Les dispositions de l'article 1 à 9 et 41 à 45 qui entrent en vigueur indiquer la date qui suit 90 jours celle de la sanction de la présente loi. 3. Les dispositions de l'article 11 et 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. 4. Les dispositions de l'article 46, 52, 97, 98 qui entrent en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement. Le paragraphe 1 de l'article 100 du projet de loi prévoit que les articles 47 à 51 doivent entrer en vigueur à la date qui suit 30 jours de la date de la sanction de la loi afin de gérer les changements découlant des mesures prévues par ces articles, notamment la formation des employés chargés de leur application, la modification de la documentation qui est afférente et la communication du changement. 2. Le paragraphe 2 prévoit que les articles 1 à 9 du projet de loi entreront en vigueur à la fin du délai de 90 jours suivant la sanction de la loi afin d'informer les exploitants des changements et de mettre à jour la documentation administrative afférente. Ce paragraphe 2 prévoit également l'entrée en vigueur des articles 41 et 45 du projet de loi afin d'un délai de 90 jours suivant la date de la sanction de la présente loi de permettre au Bureau de la sécurité privée d'effectuer les procédures de remboursement du cautionnement fournies par les agences de sécurité privée. Le paragraphe 3 de l'article 100 du projet de loi prévoit que les dispositions concernant le marquage des contenants de bière entreront en vigueur le 1er janvier 2026 afin de donner le temps nécessaire aux autorités de mettre en place la technologie requise par le nouveau cadre d'application du marquage. Le paragraphe 4 prévoit que d'abord, une entrée de vigueur par décret du gouvernement des articles 46 et 52 afin de permettre de modifier le système d'informatique du registre foncier et d'y intégrer la nouvelle façon de documenter les transferts d'informations. Enfin, ce paragraphe 4 prévoit une entrée en vigueur des dates ou aux dates déterminées par le gouvernement des articles 97 et 98, ce qui permettra de coordonner l'entrée en vigueur de ces articles en fonction des actions des multiples parties impliquées à l'accord de reconnaissance mutuelle de qualification professionnelle pour les architectes ARM conclu en vertu de l'accord économique et commercial global entre le Canada, l'Union européenne et ses États membres et les étapes requises pour ce que le gouvernement puisse s'y déclarer lié. J'ai un amendement. À l'article 100 du projet de loi, insérer avant le paragraphe 1 le suivant. 0.1 des dispositions de l'article 75.1 qui entrent en vigueur à la date la plus tardive entre celle de la sanction de la présente loi et le 1er avril 2025. 2. Remplacer le paragraphe 3 par le suivant. 3. Des dispositions des articles 10.2, 10.4 et 11 à 12.1 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Cet amendement vise à prévoir l'entrée en vigueur différée des dispositions de l'article 75.1 du projet de loi afin de tenir compte des diverses possibilités liées au cheminement du présent projet de loi. La première étant le 1er avril 2025, ce qui coïnciderait avec l'entrée en vigueur de certaines mesures prévues par la loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale 2024, chapitre 34, en vertu du décret 292-2025 du 12 mars 2025 et la seconde étant la date de la sanction de la loi, selon les plus tardives des dates. Cet amendement prévoit aussi l'entrée en vigueur au 1er septembre 2025 des dispositions de l'article 10.2, 10.4 et 11 à 12.1 du projet de loi afin que seuls les grands brasseurs demeurent visés par l'obligation de marquage à cette date. Merci, M. le ministre. Des interventions sur l'amendement? Monsieur le député, Marguerite Bourgeois. Oui, on va suspendre. Vous voulez qu'on suspende les travaux? Oui, s'il vous plaît. Nous allons suspendre quelques instants. Merci. Donc, nous allons reprendre les travaux. Nous sommes sur l'amendement déposé à l'article 100. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement? Pour l'intervention, est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. On revient donc à l'article 100 maintenant amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 100 tel qu'amendé est adopté? Excellent. On revient donc à l'article 86 qui est maintenant amendé.
J'ai compris que la députée de Verdun souhaitait déposer un amendement. La parole est à vous. Oui, merci. Donc, l'amendement qui modifie l'article 86, il est comme suit. Insérer dans le 10e alinéa de l'article 15.1 de la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux proposés par l'article 86 du projet de loi et après ouverture des guillemets, dans le cadre d'un projet pilote, fermeture et ouverture, ces règles doivent prévoir que le public ne peut être admis dans un établissement commercial pour des périodes consécutives de 24 heures. En outre, ces règles doivent et les conditions continuent. Donc, je ne vais pas l'expliquer. Je pense qu'on a eu un grand débat là-dessus et ça fait consensus que ceci venait de régler une préoccupation du milieu concernant les heures d'ouverture dans ce projet pilote. Exactement. Monsieur le ministre, vous souhaitez ajouter quelque chose? Bien, moi, je reçois avec ouverture la suggestion de la collègue. Ça peut la rassurer que mon intention, c'est effectivement de ne pas avoir 24 heures, mais je me rallie. Alors oui, avec plaisir, j'accepterai son amendement. Parfait. D'autres interventions? M. Marguerite Bourgeois, ça va? Allez-y, la parole est à vous. Juste pour comme fin de clarification, là, ferme à minuit, ouvre à 1 h du matin, c'est pas moins du 24 heures. Fait que t'aurais-tu voulu... Madame la députée de Verdun, allez-y. Mais là-dessus, pourquoi on présente cet amendement comme ça? C'est entre autres que les modèles d'affaires sont pas établis, ce soit des modèles d'affaires de 24 heures ou avec des pauses de 5 à 6 heures. Je pense qu'ils reflètent mieux la réalité des types de modèles qu'on pourrait avoir. Puis la crainte, c'est avoir des modèles de 24 heures, comme on le disait tantôt, comme Walmart. Puis le ministre s'est engagé que ces modèles-là ne vont pas être acceptés dans le projet pilote, fait que ceci couvre l'engagement. Ça va? D'autres interventions? Ça va? Nous allons donc procéder à la mise au voie de l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Adopté, excellent. On revient donc à l'article 86, amendé 2 fois. Est-ce que l'article 86, tel qu'amendé, est adopté? Adopté. Voilà, ce qui met fin à l'étude détaillée. Bravo. Bravo, tout le monde, effectivement. Bravo. Donc, vous savez, j'ai des questions usuelles à vous adresser, donc on y va. Est-ce que les intitulés des chapitres et des sections tels qu'amendés sont-ils adoptés? Adopté. Excellent. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté? Adopté. Parfait. Je propose que la Commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Est-ce que cette motion est adoptée? Adopté. Excellent. On est donc rendu aux remarques finales. Madame la députée de Verdun, c'est à vous. Merci. Je vais être bref. Je pense qu'on a apprécié travailler ensemble autour de la table sur ces divers allègements réglementaires. Je tiens à saluer, puis je suis très contente de voir les allègements pour les microbrasseurs. C'est certain, puis je vais pas m'allonger là-dessus. Là, on a quand même passé des heures à parler des effets sur les heures d'ouverture pour les épiceries. Notre position demeure la même. On n'aurait pas dû changer ça. Et à cause de tous les effets qu'il va avoir autant pour les travailleuses que pour nos petits dépanneurs. On va continuer à s'opposer à ces changements-là. Puis je suis contente d'avoir eu l'ouverture en ce qui concerne le projet pilote. Puis je pense que là, on a mieux encadré là, les objectifs qu'on s'est donnés ici, là, qui est à la fois d'étudier les impacts, mais en même temps protéger nos petits commerçants d'autres modèles d'affaires qui pourraient venir changer les dynamiques économiques. Donc, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Merci à tout le monde pour le travail des collègues, mais aussi à toutes les personnes qui sont présentes, qui ont été présentes, plusieurs personnes de la part du ministère de l'Économie qui sont venues nous donner des différentes ressources, là, et aussi aux membres de la Commission. Merci. Merci. Monsieur le député de Marguerite Bourgeois, c'est à votre tour de faire vos remarques finales. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci à tous qui ont pu là, nous assister durant ce projet de loi-là. On a évidemment discuté de plusieurs enjeux, certains qui ont été récurrents par rapport aux anciens projets de loi. Donc, je suis content de voir qu'on a avancé sur le timbrage. Je suis déçu qu'on n'a pas été capable de conclure les grands avancements qui avaient été faits là, en 2017, 2018. Et puis, on espère donc que pour l'an prochain, le ministre pourra arriver avec une finalité sur cet enjeu-là qui tient à cœur pour plusieurs commerçants. Quand je faisais référence aux commerçants, je faisais référence aux clients des grands brasseurs, des brasseurs, des micro-brasseurs, les clients de tous les distributeurs
du terroir québécois, d'une certaine façon. Et donc, l'objectif étant de faire en sorte de permettre là, à cette section-là de notre économie qui en arrache, qui va en arracher encore plus, malheureusement, d'avoir une possibilité d'avoir des marges de manœuvre un peu plus élevées en bout de piste. Donc, à voir. J'ai bien hâte de voir, évidemment, là, les avancées sur le projet pilote, de voir comment on va être capable de naviguer et on va garder à l'œil les développements pour s'assurer que le modèle d'affaires québécois qui actuellement, au niveau des dépanneurs, fonctionne de façon totalement privée et en espérant que ceux-ci ne seront pas négativement affectés par l'arrivée potentielle de grandes surfaces qui pourront entrer en compétition directe avec eux. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, M. le Président. Je vous remercie beaucoup. Le député de Marguerite Bourgeois. Monsieur le ministre, c'est à votre tour, vos remarques finales. Merci beaucoup, M. le Président. Mais premièrement, saluer les collègues de l'opposition. C'est la première fois que j'ai la chance d'étudier un projet de loi avec la députée de Verdun. Plaisir. Je pense qu'on va se revoir souvent. L'économie est très importante. Il va y avoir beaucoup de changements. Député de Marguerite Bourgeois, toujours un plaisir. C'est le fun de pouvoir compter sur votre rigueur puis votre aide pour les projets de loi. J'aimerais remercier la technique. Merci beaucoup aux gens qui nous accompagnent, que ce soit les pages, que ce soit les secrétariats, la technique. Vraiment, toujours ça coche, puis c'est toujours le fun, puis vous rendez notre travail tellement plus facile. Monsieur le Président, je suis épaté. Épaté, Monsieur le Président. Votre maîtrise de nos travaux est extraordinaire. Un petit mot pour mes collègues qui nous accompagnent ici de la partie gouvernementale. Bien, sans vous, rien n'est possible. Alors, merci d'être avec nous. Merci de nous appuyer. Merci, merci de votre input. Alors, c'est vraiment apprécié. Je vous salue. Et puis, bien, finalement, les fonctionnaires qui nous accompagnent, Maître Desbiens, M. Lavigne, M. Rousseau, je suis très chanceux, M. le Président, d'avoir au ministère, puis je vois où Catherine, puis les autres sont là. Bien, écoutez, les gens du ministère de l'Économie, là, sont d'un grand talent. Et je me considère chanceux de pouvoir compter sur ces gens-là tous les jours. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Merci de me rendre meilleur et merci de servir le Québec. Puis, mon équipe de cabinet, il y a Benjamin, il y a Léa qui est avec nous, il y a Michel, mon directeur de cabinet. Bien, regarde, si j'ai l'air intelligent, c'est grâce à eux. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour m'aider. Donc, c'est un projet de loi qui est important, rappel important pour ceux qui nous accompagnent, de grandes avancées en termes de marquage, de timbrage pour nos microbrasseries qui, j'ai hâte de les voir aller sans cette Moses de marquage-là qui est gosse à tous les jours. J'ai hâte aussi de voir les 20 millions qu'on a réussi à sauver nos petites entreprises, faire une différence, l'allègement, d'éliminer certaines lois qui n'avaient plus rapport et qui n'avaient plus raison d'être. J'ai hâte de le voir. On ne s'arrêtera pas là, Monsieur le Président. Je vous promets qu'on va se revoir pour l'allègement réglementaire. C'est tellement important. Et bien, on va continuer, Monsieur le Président, à réduire le fardeau administratif des entreprises et à favoriser l'économie du Québec. Alors, encore une fois, merci à tout le monde, puis au plaisir de vous revoir. Merci, Monsieur le ministre. À mon tour, rapidement, merci pour votre très, très belle collaboration. Je dis c'est un travail d'équipe, en fait, qui nous permet d'avancer dans un projet de loi puis de le terminer. Alors, bravo tout le monde, sincèrement. Ça me permet de remercier les équipes de soutien. Sincèrement, vous faites un travail exceptionnel pour nous seconder. C'est vraiment apprécié. Je termine en vous disant que nous allons avoir une grosse soirée. Donc, je vais rapidement vous libérer pour aller vous reposer un petit peu. Donc, on ajourne les travaux. La commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux à demain, 8 h, où elle se réunira pour une séance de travail. Merci tout le monde. Bonne soirée.